on les cryogénise à moins 196 degrés Celsius dans des espèces de grosses bonbonnes qu'on avait. Donc on avait les bonbonnes chiens, les bonbonnes vaches, cochons, mammouths. Voilà, on avait chameaux. Mammouth? Oui, on c'est quoi ce truc? Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre interview, c'est Claire qui a travaillé dans une usine, dans une société qui fait du clonage en Corée du Sud. Alors c'est vraiment exceptionnel comme sujet, on n'a jamais eu l'occasion de l'aborder sur Légende. Alors ils clonaient des animaux, ils clonent des chiens, ils sont en train d'essayer de cloner des mammouths, de faire une sorte de Jurassic Park. Il va nous raconter cet énorme projet qu'ils ont international. Elle va nous expliquer ça. Elle a travaillé avec le professeur Wang, qui est très controversé, qui a annoncé pouvoir faire des embryons, cloner des embryons humains en 2004, qui a depuis avoué qu'il avait menti. Il va nous expliquer un peu ça. Est-ce qu'on a déjà tenté de cloner des êtres humains? À quoi ça sert le clonage? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des animaux clonés en Europe? Est-ce qu'il y a des chiens clonés dans nos rues? Elle va nous expliquer tout ça. Vous allez apprendre beaucoup de choses avec l'émission de Claire aujourd'hui. En tout cas, merci d'être là de plus en plus nombreux. Je voulais vous remercier. Continuez de vous abonner. Vraiment, ça nous aide beaucoup. Si vous avez 30 secondes, abonnez-vous sur YouTube à notre chaîne Légende. Vous êtes environ 100 000 à arriver tous les mois et ça nous fait super plaisir. Donc vraiment, on a besoin de tout ça. Continuez de vous abonner, de mettre des commentaires aussi. Vraiment, c'est assez intéressant comme sujet, comme on l'a jamais abordé. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Pourquoi vous aimez bien, pourquoi vous trouvez que c'est pas une bonne idée, le clonage. On va les lire comme ça après l'émission. Et c'est parti avec Claire sur Légende. On y va. Bonjour, je m'appelle Claire et je viens vous raconter une parenthèse de ma vie dans l'industrie du clonage. Et ben voilà. Salut Claire, je vais te prendre le clap. Merci et bienvenue. Merci. Content de te rencontrer. T'as envoyé un mail pour expliquer. Ouais. Je vous l'ai dit d'ailleurs régulièrement dans les émissions, si vous voulez faire comme Claire et venir sur le plateau pour venir raconter une anecdote, ça marche vraiment, tu le vois. Ouais. Très rapide en plus. Très rapide, c'est vrai. Ouais, j'ai trouvé ça très rapide. T'as envoyé un mail combien de temps avant le tournage? C'est intéressant. Je pense que là, ça fait 2 semaines et demie, peut-être, quelque chose comme ça. Peut-être 3, mais alors vraiment max. On essaie de répondre vraiment à tout le monde, essayer de faire passer le maximum ici. On fait 3 interviews par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Et voilà, si vous voulez venir raconter une anecdote, une parenthèse, comme elle l'a dit très justement pour sa vie, où elle a travaillé dans l'industrie du clonage, tu vas nous raconter dans un instant. Si vous avez vécu un métier incroyable, mais aussi une anecdote de vie, un moment qui vous est arrivé assez incroyable et que vous voulez venir le raconter, ou une passion de fou aussi, pareil, voilà, contact@legendegroup.fr, ça s'affiche à l'écran. Vous m'envoyez juste votre numéro de téléphone avec une petite explication, quelques anecdotes pour qu'on puisse savoir un peu ce que vous voulez raconter sur le plateau, puis on vous rappellera avec plaisir. En tout cas, voilà, vous êtes tous les bienvenus. Toi, Claire, tu as bossé en tant que... Tu étais une ancienne responsable presse, c'est ça à l'époque? C'est toi qui parles aux journalistes d'une boîte de clonage en Corée du Sud. En fait, c'était pas un énorme labo, malgré ce qu'on pourrait penser, mais j'avais plein de casquettes en fait. Et une de ces casquettes, c'était représentant de presse, attaché presse. Enfin, c'était relations publiques, presse. Ouais, tu devais parler aux gens. Tu vas nous expliquer. Alors, tu étais pour le clonage d'animaux. Oui. C'était ça. Je vais te parler du clonage humain après. Tu vas nous donner ton avis, ce qui s'est déjà fait, ce qui ne s'est pas encore fait, ce qui va peut-être se faire plus tard. L'intérêt aussi d'aller cloner des animaux, d'aller cloner des humains aussi. Ouais. Aujourd'hui, tu travailles à l'ambassade de Corée du Sud, qui est à Paris, c'est ça? À Paris, oui. D'accord. Toi, tu as un accent, j'entends? Oui. Toulouse. De Toulouse? De Toulouse, ouais. Tu es parti habiter en Corée, tu vas nous expliquer le parcours? Ouais. Tu parles coréen couramment? Oui. Couramment. Couramment. Tu peux dire une phrase, s'il te plaît, juste pour voir? Je veux dire une phrase, je me présente. Vas-y. 안녕하세요. 저는 클레어라고 합니다. Voilà. 반갑습니다. 잘 부탁드립니다. Oui. Il y a un hochement de tête que tu as fait. Pour vous tous, si vous nous écoutez en podcast audio, à la fin, tu as fait un hochement de tête. C'est une manière de... Parce que ce que j'ai dit, c'est une présentation assez bateau. Ce que les gens disent quand ils rencontrent quelqu'un pour la première fois. Et en Corée, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, c'est de l'humilité en disant, voilà, je me présente à vous. Merci de bien me traiter. C'est un peu ça qu'on dit en coréen quand on rencontre quelqu'un. Et donc, on fait ce geste-là. Tu as fait combien de temps en Corée du Sud? En tout, 5 ans à peu près. Juste pour parler de tes études, qu'est-ce que tu as fait comme études pour aller bosser dans le clonage? Rien à voir avec... Comme j'ai dit, c'était vraiment une parenthèse de ma vie. Moi, j'ai fait Sciences Po Toulouse. Donc à Toulouse, je suis toulousaine jusqu'à ma vingtaine, j'ai vécu qu'à Toulouse. Et moi, je voulais me spécialiser dans les droits de l'homme. C'était vraiment ce qui m'intéressait. Et je m'intéressais énormément à la Chine, censure, tout ça. Je trouvais ça passionnant. Donc ensuite, j'ai un peu migré sur la Corée du Nord parce qu'il y a beaucoup de liens entre les deux pays. Et je me suis pris de passion pour ce pays que je trouvais absolument fascinant politiquement, au niveau des droits de l'homme, etc. C'est un pays unique au monde. La Corée du Sud, du coup? La Corée du Nord, au début. Ah bon? Moi, c'était la Corée du Nord qui me passionnait. Au niveau des droits de l'homme?
Ouais, parce que c'est unique au monde ce qui se passe en Corée du Nord. Il y a beaucoup de dictatures dans le monde, mais la dictature nord-coréenne est totalement exceptionnelle. Enfin, c'est stratosphérique ce qui se passe en Corée du Nord par rapport à d'autres pays. Tu connais bien ? Ah oui, je connais bien. Du coup, j'ai écrit mon mémoire sur ça. Enfin, du coup, moi, j'ai voulu, en 3e année à Sciences Po, on part à l'étranger pendant 1 an et on choisit aussi notre sujet de mémoire. Et du coup, moi, au début, je voulais faire sur la Corée du Nord, les droits de l'homme en Corée du Nord, etc. Et c'est ma directrice de mémoire qui m'a dit « Ah, c'est pas assez politique, on est à Sciences Po, est-ce que tu le ferais pas sur la réunification de la péninsule coréenne ?» Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'y avais pas pensé. Et du coup, il y avait une fille de Sciences Po, une seule dans toute l'histoire de Sciences Po Toulouse, qui était partie en Corée. Et donc, j'ai eu son contact et j'ai fait mon stage pendant 1 an à ce moment-là, en Corée, au même endroit qu'elle, c'est-à-dire à Yonhap News, qui est l'équivalent de l'AFP en Corée. C'est l'agence de presse. Là, c'est la Corée du Sud, par contre. La Corée du Sud, du coup, à Séoul. Tu as pu aller en Corée du Nord, visiter, il y a des... Alors, je voulais, autorisé, au début, moi, je voulais aller faire mon stage à l'université Kim Il-sung, qui est un peu la seule institution qui accueille des étrangers, où c'est possible d'y aller. Mais mes parents, ça a été un grand nom, et c'était un nom définitif. Ah, c'est vrai ? Ah oui, enfin, après, je pense que... Est-ce que j'aurais eu le courage d'aller jusqu'au bout ? J'avais très envie. Après, pour obtenir le visa, le processus est quand même très complexe. Donc, il faut vraiment avoir envie d'y aller. Il ne faut pas avoir peur, parce que si on fait un pas de travers, ça peut rapidement dégénérer en Corée du Nord. Donc, je pense que c'était surtout pour ça que mes parents ont dit non. Est-ce que j'aurais eu le courage d'aller jusqu'au bout ? Je ne sais pas, mais j'en avais envie. Ça peut vraiment dégénérer ? Tu as bossé là-dessus, sur des histoires, des cas ? Alors non, moi, je n'ai pas bossé là-dessus, mais il y a une histoire quand même très connue d'un Américain qui en est mort, qui a fait une connerie de jeune dans un hôtel en Corée et qui s'est fait envoyer en prison et qui est mort de maltraitement. Après, on ne sait pas à quoi exactement. Ouais. Mais donc, ça arrive. Donc, voilà. Il avait fait quoi comme connerie ? Alors, de mon souvenir, il avait décroché un cadre dans un hôtel qui était à l'effigie des leaders. Et là-bas, c'est un sacrilège. Ultime. C'est une traîtrise. Ouais, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Si tu en meurs, en général, c'est qu'ils n'aiment pas. Voilà. Du coup, pour finir, pour mes études, j'ai fini Sciences Po. Donc, j'ai fait mon mémoire sur la réunification de la péninsule coréenne. J'ai vécu 1 an en Corée. J'étais diplômée de Sciences Po. Et ensuite, j'ai voulu approfondir dans la langue coréenne parce que j'avais adoré mon année là-bas. C'était une découverte incroyable. Du coup, j'ai enchaîné sur un diplôme de langue coréenne. Et j'ai commencé à travailler à SOAM juste après l'obtention de ce diplôme-là parce que j'avais envie de faire l'expérience de travailler sur place vraiment en tant qu'employée. Et je n'avais pas envie de rentrer en France tout de suite. Je m'étais dit, bon, avant de rentrer en France et de vraiment commencer ma carrière dans les droits de l'homme ou dans la diplomatie, ce qui toujours été mon rêve, voilà, travaillons un peu en Corée avant de rentrer. Et donc, j'ai un peu sauté sur la première opportunité qui m'a été offerte. Et par le plus grand des hasards, ça a été SOAM qui s'est présenté à moi. SOAM, c'est le nom de la boîte qui fait du clonage. Voilà. Et tu as bossé, on va parler après du professeur Wang, qui est très connu, et qui a été controversé après. Il a annoncé pouvoir cloner des humains, on en parlera tout à l'heure. Tu vas nous expliquer quoi exactement, c'est un peu pointu, mais en même temps, c'est assez facile de comprendre tout ça. Moi, c'était mon métier de faire de la vulgarisation scientifique pendant ces 2 ans-là, donc c'est pour ça que je sais expliquer les trucs de ma vie. Tu étais obligé quand tu parlais comme ça aux journalistes, de pas dire toujours toute la vérité, ou tu pouvais un peu, ou c'est un truc qui est un peu ouvert, honnêtement? Alors, j'étais même plus qu'obligée, c'est-à-dire que non seulement, oui, j'étais obligée de faire mon métier, c'est-à-dire de donner une certaine image de l'entreprise et du clonage. Qu'est-ce que c'est que le clonage animalier ? Mais il y avait une autre couche sur ça, c'est que on me mentait. C'est-à-dire que moi, j'avais des briefs presse que je devais mémoriser. Moi, je ne suis pas scientifique, ce n'est pas mon domaine. Et du coup, moi, ce que je savais, ce qu'on m'avait dit, et ce que je devais dire aux journalistes, c'était très loin de la vérité de ce qui se passait. Donc, moi, après, on en parlera peut-être plus tard, mais au fur et à mesure, j'ai appris beaucoup de choses qui ont changé ma perception et ma façon d'exercer mon métier. Mais, à la base, je ne savais pas. Non seulement j'étais obligée de dire ce qu'on me disait de dire, mais je ne savais rien. Ah, tu ne savais même pas que tu... J'étais persuadée de dire la vérité. J'étais persuadée que mon brief était la stricte vérité. Ce n'est pas le cas. Oui. Est-ce qu'on vit mieux en Corée du Sud? Est-ce que la qualité de vie, sans comparer les pays d'ailleurs, on s'en fout, mais toi qui as vécu dans les 2 pays, qui connais un peu la France, tu es né, aujourd'hui tu es revenu habiter à Paris, donc tu as vécu 2 villes, Sud-Ouest, Toulouse et Paris, et Corée du Sud, quelle est la différence de qualité de vie? Alors, la Corée du Sud maintenant est un pays développé un peu au même titre que la France. Après, il n'y a pas la même temporalité, donc on y vit très bien. Moi, c'est un pays que j'adore. Dans lequel j'ai envie de revivre. Surtout quand on est jeune, c'est un pays génial qui dort jamais, qui est hyper dynamique. On s'ennuie jamais, il y a plein de choses à faire.
moi, j'adore ce côté hyper vivifiant et dynamique du pays. Je pense que c'est quelque chose dont on manque un peu en France. En termes de qualité de vie, c'est difficile à comparer. C'est selon ce qu'on aime, selon notre personnalité, on va être plus compatible avec la France ou avec la Corée. Après, au niveau social, c'est encore un autre sujet. Voilà, c'est pas les mêmes pays au niveau social, la façon de penser, au niveau politique, c'est très 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 différent. Donc voilà, on est plus ou moins bien dans l'un ou l'autre selon sa personnalité. Ça bosse plus Oui. C'est pas du tout la même. Je dirais pas l'éthique de travail, parce que je trouve qu'en France on a une éthique de travail. On est très bon. Ouais, voilà. C'est en termes de portion de sa vie consacrée au travail et à gagner de l'argent. C'est pas du tout les mêmes choses. C'est quoi pour qu'on se rende compte? En France, on travaille 35 heures, enfin un peu plus, un peu moins, moyenne, mais en gros, c'est la moyenne, on va dire, des Français. Légal, 35-39. C'est quoi en Corée du Sud? Alors, la limite, là, je crois qu'elle est à 50, entre 50 et 60 heures. Mais le président actuel veut augmenter encore ce plafond-là. Donc, c'est pas encore fait. Mais après, c'est des moyens. C'est-à-dire tout le monde ne travaille pas autant. Ça dépend. Par exemple, les start-up coréennes, elles essayent de se calquer un peu sur le modèle un peu Silicon Valley, etc. Donc, elles sont plus cool sur les horaires, etc. Mais c'est pas du tout la majorité des entreprises, évidemment. En Corée, de toute façon, en moyenne, on travaille beaucoup plus qu'en France, ça c'est certain. On a beaucoup moins de jours de vacances. Voilà, c'est pas la même ambiance. C'est quoi le nombre de jours Nous, en France, c'est 5 semaines légales, avec, sur certaines boîtes des RTT ou pas, on va dire 5 semaines. C'est quoi en Corée du Sud? En Corée, alors le minimum est à 10-11 jours, et tout le monde est à 10-11 jours. C'est-à-dire qu'en fait, comme en Corée, il y a quand même une culture du travail un peu acharnée, il y a très peu d'entreprises qui disent, bon, le minimum est à 10-11 jours, mais nous, on va en proposer 20. C'est très, très rare, à part quelques startups et les entreprises un peu jeunes. Mais voilà, moi, en Corée, quand je travaillais, j'avais 10 jours, point. Et c'est le cas de la grosse majorité des Coréens. Donc, tu vas faire Sciences Po à Toulouse. Pour bien comprendre le parcours, tu pars du coup faire tes études, tu continues en Corée du Sud. Comment tu te retrouves dans cette boîte de clonage qui n'a rien à voir avec tes études, sciences politiques, clonage, il n'y a pas de rapport. Comment tu trouves ce boulot? C'est vraiment un énorme hasard. En fait, j'étais avec des amis dans un bar, pour simplifier l'histoire, et rentre du coup une personne qui deviendra mon collègue, mais je ne le savais pas encore, et qui m'entend parler avec des amis. Donc je parlais anglais, français, coréen, j'alternais parce qu'on était un groupe d'amis qui parlaient plusieurs langues. Et du coup, il vient vers moi en disant « Écoute, je t'ai entendu parler coréen, français, anglais. Justement, je travaille pour une entreprise et on cherche quelqu'un comme toi qui parle ces 3 langues-là spécifiquement. Donc, est-ce que ça t'intéresserait de venir demain pour un entretien d'embauche? J'appelle mes collègues ce soir. » Enfin, il était 23h30, un truc un peu... je m'y attendais pas du tout, quoi. Et en fait, ça s'est fait vraiment comme ça. Le lendemain matin ou le surlendemain, je sais plus, je suis allée au labo pour faire cet entretien d'embauche. Je suis arrivée... Tu savais pas que c'était du clonage? Ah non, je savais rien du tout. En plus, il m'avait dit que c'était une entreprise de cosmétiques à la base. Ça fait un peu film de méchant, je trouve. On te fait venir dans une boîte de clonage. Tu vois, c'est une boîte un peu controversée et tout. Ça fait un peu film de Donc moi, je devais faire des cosmétiques. Il m'a dit que c'est pour être chargé du marché européen pour un truc de cosmétiques. Donc tu penses que tu as bossé chez L'Oréal? Je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer. Chouette, quoi. Donc j'arrive dans une salle de réunion où ils sont genre 15 autour d'une table, avec le professeur au milieu. Évidemment, je ne sais absolument pas qui c'est. Et donc on fait ça, et puis sur le champ, mais ce que je ne savais pas, c'est que c'est vraiment la personnalité du professeur. Il m'a dit, c'est bon, c'est toi que je veux, hop. On a fait la visite du labo, et le lendemain, je suis venue travailler. Ah waouh. C'est fait comme ça, quoi. Ça va vite. Et je ne savais pas encore que c'était du clonage. Hein. Ah bon? Mais tu visites un labo, tu vois bien que... Non, en fait, on appelle ça le labo, mais en fait, c'est un bâtiment... que tous les chiens sont les mêmes. En fait, c'est un bâtiment un peu lambda, qui était très moche d'ailleurs. Mais en fait, il y a les parties labo qui sont un peu cachées, c'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément quand on arrive. Moi, j'ai visité le bureau là où ils géraient les cosmétiques, parce qu'il y avait effectivement une marque de cosmétiques, mais qui était une petite partie des activités de ce labo. Donc j'ai visité ces bureaux-là, vu qu'officiellement, je travaillais pour la marque des cosmétiques au début. Mais c'est après qu'au fur et à mesure, j'ai su. Quel avis tu avais sur le clonage avant de connaître vraiment, tu connaissais rien, un peu comme tout le monde? Moi, je connaissais Dolly. Ma connaissance du clonage s'arrêtait à Dolly. Non, c'était un mouton. Voilà, une brebis, quoi. Une brebis qui avait été clonée. Qui avait été clonée, et puis elle était morte à... Elle avait genre, je sais plus, elle n'avait pas fini sa vie normalement de mouton. Enfin, moi, je pensais que l'industrie du clonage s'était arrêtée à ce moment-là. Donc ton rôle dans l'entreprise, après on parle de clonage, c'était quoi exactement? Alors j'avais plusieurs casquettes. J'avais en gros 3 casquettes. Première casquette,
ces fameux cosmétiques. En fait, j'ai pas fait grand-chose parce que la marque était un peu explosée. Donc, les Européens, ils ne voulaient pas en entendre parler. Surtout qu'en fait, il y avait un peu de l'industrie, enfin de la technologie, du clonage, ou en tout cas de la culture de cellules dans ces cosmétiques. Donc, ça faisait un peu peur. Les Européens, ils étaient là. Donc, bon, moi, j'ai pas fait grand-chose. Clairement, j'avais pas grand-chose à faire. Deuxième casquette, c'était... j'étais en charge des clients anglophones et francophones pour le clonage de chiens. Donc moi, j'étais vraiment dans le clonage de chiens spécifiquement. On parlera ensuite de tout ce qu'on faisait d'autre. Et ma troisième casquette, c'était représentante presse. En fait, je dis presse parce que c'est le plus simple, mais il y avait beaucoup de journalistes, beaucoup de tournages, mais il y avait aussi les investisseurs qui venaient, qui ne connaissaient pas trop ce qu'on faisait. Donc c'était mon rôle de leur expliquer ce qu'on fait, de vulgariser un peu tout ça. D'accueillir les clients, tout ce qui est clients anglophones, francophones. T'avais une casquette très large. Ouais, j'avais une casquette très large parce que j'étais la seule qui maîtrisait les 3 langues. Tu bossais, je vais expliquer qui c'est, je vais vous montrer les photos dans un instant, mais tu bossais avec le professeur Wang. Ouais. On dit Wang Wusok. Wang Wusok. Wang Wusok, c'est son prénom, Wusok? Wusok, c'est son prénom, oui. Il est assez controversé dans le milieu. Je vais dire ce que j'ai pris sur Internet. En fait, en gros, il a annoncé qu'il pouvait cloner un embryon humain en 2004. À l'époque, il a fait des travaux sur des cellules souches pour prouver qu'il pouvait cloner des êtres humains, en gros. Il disait, voilà, je suis capable de faire ça. Ça veut dire qu'il aurait menti, il a été condamné après pour documents falsifiés, il aurait été condamné à 2 ans de prison. Il y a plein de gens qui ont pleuré derrière lui quand il a annoncé qu'il partait. Tout le monde se mettait à pleurer, à hurler et tout. C'était assez bizarre comme scène, on ne verrait jamais ça en France. Non, mais qui hurle à la mort. Mais je pense qu'il faut se rendre compte que... En fait, au moment où il annonce avoir créé ces lignées de cellules souches d'un embryon humain cloné, en fait, c'était une première dans le monde. Et la Corée, je crois que c'est toujours le cas, n'a jamais eu de prix Nobel. Et en fait, c'était un peu le messie qui arrivait. Enfin, on va reconnaître nos scientifiques. Enfin, un scientifique coréen va avoir le prix Nobel. Et il y a tellement eu de gloire autour de lui qu'il était même pressenti pour être le prochain président de la Corée du Sud. C'était une énorme figure en Corée du Sud. C'était pas juste un scientifique dont on parle de temps en temps dans la presse. Il était omniprésent. T'étais proche de lui? Ah bah oui, je travaillais tout le temps avec lui. Il était comment, personnalité, avant de parler de ce qu'il faisait? Il était comment? Très fourbe. En fait, c'est difficile à décrire, mais quand on le rencontre, il a l'air très sympa, très chaleureux, etc. Mais en fait, c'est parce qu'il veut mieux t'utiliser. C'est-à-dire qu'il n'est gentil que si tu as un intérêt pour lui. Il ment énormément, comme il respire. Mais c'est sa façon de faire du business, c'est le mensonge. Après, tout ce qu'il fait, il ne fait pas forcément de choses illégales, ou il ne fait pas forcément de pratiques un peu bizarres, mais il ment tout le temps. Il exagère tout. C'est comme ça qu'il veut vendre son truc. Alors, il y a des fois, ça marche. La plupart du temps, ça ne marche pas. C'est une technique business que je trouve éclatée, parce que... Surtout quand on est à côté de lui et qu'après, c'est nous qui allons négocier avec le client et qu'en fait, on se base sur que des mensonges. Extrêmement compliqué de travailler comme ça. Donc, c'était insupportable. C'est quelqu'un qui était à l'ancienne. C'est-à-dire la vieille Corée, comme on dirait la vieille France. On travaille tout le temps, on travaille même le samedi. Si notre horaire de travail, ça se finit à 18h, il va faire exprès de mettre une réunion à 18h30 pour que tout le monde soit obligé de rester. Il ne supportait pas de savoir que ses employés ne travaillaient pas. Pour lui, c'était vraiment... Alors, quand je suis arrivée, il m'a dit « Tu verras, nous, on est comme une famille ici. » Mais en fait, en décodant, ce que j'ai compris après, ça veut dire « On veut que cette entreprise devienne ta vie, comme ta famille. » C'est ça que ça voulait dire. C'était pas quelque chose de chaleureux, c'était « Maintenant, ta vie va être ici. » Tourner autour de nous, autour de cette entreprise. Est-ce qu'on peut expliquer le clonage? On va expliquer à quoi ça sert après, mais en gros, on a besoin de quoi pour cloner un chien? On va parler des chiens en premier, puis on va parler de tout le reste. Alors, on n'a même pas besoin de parler des chiens parce que la technique du clonage, c'est exactement la même, quelles que soient les espèces. Il n'y a rien qui change. Même pour les humains. On pourra en parler, mais les humains sont plus faciles à cloner que les chiens. Mais je croyais qu'on n'avait jamais cloné d'humains, mais on va... Alors on va commencer par les chiens. J'explique, n'importe quel être vivant sur Terre, mammifère, après, on va dire mammifère, voilà. On a besoin de 3 éléments principaux. On va essayer de le faire vraiment très simple. On va essayer de mettre peut-être un schéma à l'image. Oui, vous inquiétez pas. On a besoin d'une mère donneuse d'ovocytes, ovules, une mère porteuse et un individu à cloner. Voilà. La première étape, c'est cet individu qu'on veut cloner,
on prélève des cellules, donc par biopsie, ce qu'on veut, ça peut être sur les poils, les oreilles. Donc tu prends un cheveu de quelqu'un, Ouais. tu prends un cheveu de Benjos, par exemple, notre cadre. Ouais. Prendre un exemple. Exactement. T'as un cheveu. Ouais, T'en fais j'ai un quoi? cheveu. On va essayer de personnaliser. Ok. Tu en fais quoi? Ce cheveu-là, on va prélever des cellules de ce cheveu-là. Très bien. Et on les met dans un liquide qui s'appelle un liquide de culture, on appelle ça, qui est... il y a des hormones de croissance, des acides aminés. Son rôle, c'est de préserver les cellules le mieux possible et de les faire se reproduire, se diviser, Se multiplier. se multiplier. Donc ensuite, on observe au microscope, on sélectionne un certain nombre de cellules qui ont l'air en bonne santé, qui sont bien formées, où on dit, avec celle-là, on peut travailler. D'accord. Voilà, on les met de côté une fois qu'on a ça. Ensuite, on prend des ovocytes, de la mère donneuse, Ok. des ovules. Les ovules. Voilà. Donc vous savez, à l'intérieur d'une ovule, une ovule, c'est une cellule comme une autre, donc C'est à un l'intérieur, œuf, il y a un c'est noyau. œuf. C'est pas un œuf encore, c'est un demi-œuf. C'est un demi-œuf. Donc c'est une cellule comme une autre, une ovocyte, donc à l'intérieur, il y a un noyau, et à l'intérieur de ce noyau, il y a le code génétique, donc un demi-code génétique qui correspond au code génétique de la maman et qui attend le spermatozoïde qui va amener la deuxième moitié. Donc il y a la moitié des chromosomes dans le... Voilà. Donc ensuite, on enlève le noyau de cet ovocyte. Ça s'appelle l'énucléation. Dans un microscope, on aspire, c'est très sympa à voir, on aspire juste le noyau. Putain, ça doit être très précis. Hein. Ouais, très précis. Du coup, on a une ovocyte vide. Ensuite, on prend les cellules qu'on a mis en culture, voilà. On sélectionne toutes celles qui sont en bonne santé. Donc après, imaginons, on a fait le même processus sur 10 ovules et on a 10 cellules sélectionnées qui ont l'air en bonne forme. On prend ces cellules-là et on les met à l'intérieur de l'ovule vide. Donc du coup, les cellules, pareil, à l'intérieur, elles ont un noyau qui contient un code génétique complet cette fois-ci, qui vient de l'individu qu'on veut cloner. C'est-à-dire que sans spermatozoïdes... Ah, on n'a pas du tout besoin de Ah, spermatozoïdes. mais alors, ça veut dire que tu peux faire des dinosaures. En fait, on y viendra après. Dans Jurassic Park, ils n'étaient pas si loin. Ouais, non, ils n'étaient pas loin. Non, mais c'est le même principe. Putain, c'est incroyable. Ok, quelqu'un d'habituel, je pensais que c'était pas possible. Non, c'est Là, possible. tu peux prendre un moustique qui a 1000 ans, enfin qui a il faut des millions d'années. Il faut qu'il y ait des cellules viables. C'est là toute la difficulté de la chose. Bref, on met une cellule qui contient un noyau avec un code génétique complet dans l'ovocyte. Et avec un choc électrique, cette étape s'appelle la fusion. Avec un choc électrique, en fait, on fusionne l'ovocyte avec cette cellule-là. Putain, c'est précis. Hein. Ouais. C'est un peu jouer à Dieu, hein, quand même. Exactement. Oui. Après, oui. Enfin, c'est un peu jouer avec la nature, mais c'est complètement jouer avec la nature. C'est absolument pas naturel. Ça n'arrive jamais. Putain, c'est fou. Ouais. Et du coup, en fait, on obtient un ovocyte avec, à l'intérieur, un code génétique complet, donc un embryon. Bah. Et donc cet embryon-là, on le remet dans ce liquide de culture. Et là, on le laisse faire les premières étapes de division cellulaire, c'est-à-dire que n'importe quelle espèce, c'est le même. Ouais, les cellules deviennent, ils sont une, ça devient 2, ça devient 4, exactement, 8. Exactement. Et donc, on laisse cette division cellulaire se passer in vitro, c'est-à-dire en labo. Et une fois qu'on voit qu'on a, par exemple, 10 embryons comme ça qui se développent bien, la division cellulaire, elle avance dans un rythme normal, etc., on prend ces embryons et on les implante dans l'utérus d'une mère porteuse. Incroyable. Et du coup, ça se passe comme on ferait une PMA en France. Ouais, c'est une fécondation médicalement assistée. Ouais, exactement. Vrai. Et donc, on implante, pour le cas des chiens, dans l'utérus d'une chienne, qui n'est pas du tout la même forcément que la donneuse, ou enfin, ça n'a rien à voir, ça n'a pas d'importance. Donc tu peux faire un labrador dans un berger allemand. Exactement. Putain, c'est flippant. Tout à fait. D'ailleurs, on faisait souvent des tout petits chiens. En fait, on clonait beaucoup de petits chiens, mais c'était des gros chiens qui les portaient, donc c'était des chiens type labrador plus qui donnaient naissance à des chihuahuas. Quoi Mais c'est incroyable. Ouais. Parce qu'en fait, c'est plus facile. On peut pas faire naître un labrador dans le ventre d'une chihuahua. On est obligé de faire le contraire. Parce que ça sort pas. Non, c'est beaucoup trop gros. Ça va la tuer. Ah waouh. Est-ce que tu peux faire un poulet dans un labrador? Non. Non, ça, c'est pas possible. Non, mais c'est en soi, tu prends un ovocyte de poule. Absolument, non. Non, mais tu vois, c'est pas... En fait, il y a des... J'ai le truc qui sort des poulets et tout. C'est possible en un éléphant, tu fais 1000 poulets d'un coup. Je ne peux plus. J'avais jamais pensé à ça. C'est Mario, c'est un jeu vidéo. Non, c'est très drôle, mais non. Alors, c'est possible en interespèces, mais les espèces qui sont très proches, genre loup-chien, loup-husky, il y a des possibilités. Ah bah oui, loup-husky. Loup, renard, il y a des choses comme ça qui sont possibles, mais il faut que ce soit des espèces qui soient vraiment proches. Ils ont déjà fait des lions et des tigres.
Ouais, ça, je pense que c'est possible aussi. Je crois qu'ils appellent ça. Ça, c'est un lion et un tigre qui s'accouplent, ça fait un livre. Ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir. Mais comme quoi, en fait, il y a des possibilités. C'est-à-dire qu'une lionne qui se fait féconder par un tigre peut garder le bébé. C'est rare, mais souvent, ça peut prendre. C'est incroyable. Donc on peut donner, en fait, on peut mélanger les races de chiens. On ne mélange pas les races. On fait porter des chihuahuas par une qui ne ressembleront pas à la mère. Non, pas du tout. Incroyable. Non, parce que le code génétique est complètement celui de l'individu qui a donné ces cellules, qui n'a rien à voir avec l'individu qui porte le bébé. Et alors attends, un peu technique, mais pourquoi c'est pas la chienne qui a donné son ovocyte dans lequel vous remettez Ça serait possible. Mais alors ça se faisait pas, je sais pas pourquoi, en tout cas nous on faisait pas ça. Il y a des mères porteuses... Les mères porteuses et les mères donneuses étaient souvent différentes, parce que par exemple, on entre un peu dans le côté un peu dark de tout ça, mais par exemple, non, y a pas de côté une mère qui a fait plusieurs portées, en fait on fait toujours naître les bébés par césarienne, pour des raisons de... En fait c'est pour éviter des risques, c'est-à-dire qu'il y a moins de risques que quand il y a une mise bas naturelle. Et du coup, quand on a opéré comme ça une mère plusieurs fois, qui a fait plusieurs portées, on ne peut pas la réopérer parce que sa peau devient fragile. Et du coup, elle peut devenir mère donneuse, mais elle sera plus mère porteuse, par exemple. Donc il y a des choses comme ça où voilà, généralement, on n'utilise pas le même animal. On va parler de pourquoi après. Mais juste avant, qui sont les clients qui viennent faire du clonage? Alors, il y a plusieurs types de clients. Il y a des clients institutionnels, où là, on clone des chiens, ce qu'on appelle les Special Force Dogs, ou Toksugan, qui sont des chiens de police, des chiens militaires, donc détection de drogue, attaque, enfin voilà, il y a des choses comme ça. Pourquoi vous les clonez, ceux-là? Alors, on les clone parce que on ne se rend pas forcément compte, mais en fait, ces chiens-là, c'est des chiens qui ont des compétences assez incroyables, qui sont hors normes. Ce n'est pas tous les chiens qui sont capables de faire ça. Et en fait, ça coûte moins cher de cloner les très bons éléments, plutôt que de sélectionner 200 chiens, d'éduquer ces 200 chiens et de sélectionner et de pouvoir en fait utiliser que 10 chiens. Oui, de chercher la pépite au milieu de plein de chiens. Là, donc, tu sais que ce chien-là, il sera bon. Parce que génétiquement, ces compétences-là, il y a une énorme partie d'éducation, mais il y a une énorme partie génétique aussi. Donc souvent, les éléments qui performent très bien et qui sont clonés, les clones vont reperformer à peu près de la même façon. Donc ça, c'est donc les États. Ouais, oui, les États. Tu as des pays qui demandent. Ouais, c'est quoi comme pays? On l'a fait beaucoup pour la Corée, par exemple. La Corée, le plus gros, l'aéroport de Séoul qui s'appelle Incheon, l'aéroport d'Incheon. 80% des chiens qui travaillent à l'aéroport détecteurs de drogue, ça sont des chiens clonés par SWAM. Oh. Et ça, en fait, après, on le sait pas parce que ils veulent. Je ne dirais pas quel gouvernement a acheter nos services parce que généralement ils le disent pas, parce que même si c'est effectivement les chiens ils sont en bonne santé et au niveau coût c'est plus efficient de faire ça, et ben en fait éthiquement ça peut poser des soucis, du coup c'est pas quelque chose qui est publicisé. C'est pas forcément des pays pro clonage, mais il y a vraiment des pays de partout. Putain, même chez nous, même en France. Arrête, j'adore. J'ai envie de savoir maintenant. C'est comme un enfant qui te dit, vu que tu m'as dit que tu me le dirais pas, j'ai envie de savoir. Combien ça coûte un clonage de chien? À peu près. Non mais c'est des fourchettes. Je te donne pas un tarif, tu te dis merde, j'aurais pas dit. C'est quoi? Alors, le prix d'un chien classique? Pour ces chiens Special Force, c'était plus on commande de chiens, moins c'est cher par chien. Mais du coup, si jamais on nous commandait 15 chiens, on va dire que ça revenait peut-être à $10 000 ou $15 000 par chien. Ah oui, beaucoup plus cher qu'un chien. Ah oui, non mais... oui. D'accord. Mais par contre, moi, j'étais aussi en charge de ce qu'on appelle le clonage commercial, c'est-à-dire des individus, des familles lambda, qui nous appellent pour cloner leurs chiens de compagnie. T'as pas que des chiens d'attaque ou des chiens de... Ah non, ça c'est l'autre aspect. On est que dans... Là, on est encore que dans les chiens, il y a ces types. Ah, on va y venir. Attends, c'est-à-dire que tu as des gens qui viennent, ils veulent leur labrador de compagnie, ils veulent en avoir un deuxième quand ils meurent, par exemple? Voilà, et ça, c'était $100 000 pour un chien. C'est-à-dire, on paye $100 000, on garantit qu'on vous en clone au moins, enfin, que vous aurez au moins un clone. Wow. Mais on était très cher. Hein. Même nous, quand on y était, c'est là où les pratiques business de ce professeur Wang complètement éclatées. C'est-à-dire qu'à la base, ça ne marche pas comme ça. La concurrence, c'est-à-dire qu'il y a Viagen aux États-Unis qui fait la même chose, Sinogène en Chine qui faisait la même chose depuis longtemps, et eux, ils faisaient ça à moitié prix. Sauf que nous, on était beaucoup plus présents dans la presse, donc souvent les gens ne savaient pas qu'il y en avait aux États-Unis et en Chine. C'était rassurant aussi d'aller chez le mec le plus connu, quoi. Ouais, il y avait un peu ça, mais nous c'était $100 000. Alors c'était un peu négociable, mais c'était $100 000. Mais toi, tu bossais avant 2004, du coup?
Non. Ah ben non, moi je suis arrivée à Swam en 2018. Et il était encore là, le professeur Wang? Ah oui, oui. Ah oui, ça n'a pas Toujours éclaté. C'était pas... Ah, il est toujours là? Toujours là. D'accord, d'accord. Ok. Plus physiquement en Corée, il vit dans un autre pays maintenant, mais il continue le clonage. Est-ce qu'un chien cloné va vivre pareil qu'un autre quand vous utilisez 100 000 $? C'est quand même pas rien. C'est le prix d'un appartement. Hein. Pas à Paris, mais voilà. Quant à ce chien-là, il vit pareil que l'autre? Il a la même personnalité? Alors, au niveau de l'espérance de vie, si un chien cloné naît en bonne santé, il a toutes les chances d'avoir une espérance de vie normale. Après, il peut choper un cancer, une maladie, comme n'importe quel chien. Mais voilà, il a une espérance de vie normale. Après, il faut qu'il naisse en bonne santé, ce qui n'est pas le cas de la majorité des bébés clonés. Et la personnalité, ce sera la même? Si ton chien il était gentil, ce sera un chien gentil, par exemple? Tu vois un peu une différence? Alors, c'est tout le débat de l'inné et de l'acquis. Est-ce que c'est la même âme? Tu te demandes pour un humain. Tu dis, tiens, est-ce que si on te clone toi, est-ce que ce sera un peu toi? En fait, je parle pour moi, parce qu'il y a des gens qui vont croire en l'âme, etc. C'est pas le même chien. C'est-à-dire, vous avez deux jumeaux monozygotes, c'est-à-dire des vrais jumeaux. Est-ce que c'est la même personne? Non. Non. C'est exactement c'est le même principe. C'est-à-dire que le code génétique est le même, mais c'est pas le même individu. Surtout qu'il y a l'inné et l'acquis, donc il y a une certaine partie de la personnalité qui peut être déterminée par le code génétique. Donc le niveau d'intelligence, voilà, il y a des débats sur est-ce que c'est déjà déterminé ou pas. Mais après, la personnalité, elle est basée aussi sur l'éducation, dans quel environnement ils ont grandi, qui les a éduqués, avec quelle gentillesse. Enfin, les chiens, c'est ça. Donc non, c'est pas le même individu. Après, il y a des ressemblances au niveau de la personnalité. Mes clients qui clonent leur chien, ils voulaient voir ça parce qu'ils clonent leur chien parce qu'ils veulent le même chien. Sinon, ils le feraient reproduire. Donc mes clients, ils voulaient voir ça, donc ils n'arrêtaient pas de me dire « Ah, il fait la même chose, là, il se couche exactement dans la même position, il fait pipi dans la même position. » Et en fait, ils cherchent ça, donc ils le trouvent. Après, est-ce que c'est une réalité de... Ils sont vraiment ressemblants, les chiens clonés? Oui, par définition, oui. Par contre, dans le code génétique, vous avez la couleur des poils. Donc si le chien il est complètement marron sans aucune tache, eh ben, le chien cloné il va être marron sans aucune tache, il va ressembler beaucoup. Par contre, si vous avez un chien qui a plusieurs couleurs avec des taches réparties sur son corps, ben, voilà, un dalmatien, typiquement, il va y avoir l'information blanc-noir dans son code génétique. Par contre, comment les taches vont être organisées sur le corps, ça se détermine in utero. Du coup, ça va pas être... Il va y avoir les mêmes couleurs, mais pas forcément aux mêmes endroits sur le corps. Donc ça surprend souvent les maîtres qui pensent qu'ils vont retrouver exactement la même chose. Pas la même tache, machin. Non, mais des fois, moi j'ai eu le cas d'un chien qui était un bulldog anglais, qui avait une énorme tache blanche sur un œil et qui était assez ronde, qui est super jolie. Ça lui donnait vraiment beaucoup de charme à ce chien. Et le maître s'attendait à retrouver la tache au même endroit. Moi, je lui avais bien dit que ce serait sûrement pas le cas, parce que c'est la loterie, on ne sait pas. Et effectivement, le chien est né avec cette même tache, à peu près avec la même forme, mais sur le ventre. Du coup, à l'aspect, c'est pas le même chien. Après, ça reste... Voilà, c'est ce genre de différence-là. C'est des familles qui ont beaucoup d'argent pour aller payer 100 000 $, ou c'est parfois des gens qui n'ont pas trop d'argent et qui font des crédits? Alors, j'ai eu les deux. J'ai eu quand même la plupart des gens qui t'appellent et qui savent que ces 100 000 $, c'est qu'ils peuvent les investir. Après, il y a des familles qui sont endeuillées, vraiment. Il y a des gens pour qui leur chien, c'est leur vie. Et donc, quand ils perdent leur chien, c'est comme s'ils perdaient un enfant. Donc, il y a des gens, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils sont prêts à s'endetter à vie pour pouvoir cloner leur chien. Donc, j'ai eu les deux cas. Donc, après, il y a aussi le problème de confiance de ma part de dire, est-ce que... Après, j'avais pas le pouvoir de refuser, mais dire, est-ce que ça vaut le coup de vous endetter à vie pour un chien qui va peut-être pas être ce que vous attendez? C'est-à-dire que ça va pas être le même individu. C'était tous les débats que j'avais avec chaque client. Il fallait qu'on ait ce débat. Parce que c'était déontologiquement, il fallait qu'il soit prévenu du fait que ce n'est pas une copie conforme, c'est un autre individu qu'on crée. Vous allez chercher pour trouver des mères porteuses et dans les fermes à chiens, parce qu'en Corée du Sud, on mange le chien. Les fermes pour manger les chiens, c'est ça? Oui, alors maintenant, on va plus le dire au passé, c'est-à-dire qu'on mangeait les chiens en Corée. Maintenant, il y a une loi qui est passée cette année en janvier qui va entrer en application en 2027, où en gros ils vont interdire maintenant l'abattage de chiens et de vente de viande de chien à but de consommation pour manger, quoi. Donc ça, en fait, on arrive à la fin. Il y a plein de pays, hein, c'est pas le seul. Hein. Il y a plein de pays où ça mange du chien. En Vietnam, moi je l'ai vu. Voilà, et puis moi j'ai aucun problème avec ça. Déontologiquement, voilà, nous on mange des cochons et des vaches
Et on mange des lapins. Les Coréens trouvent ça horrible de manger des lapins. Bah, nous, on en mange. C'est des cultures, en fait. C'est pareil, voilà, c'est culturel. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais oui, c'est un pays où, pendant de très nombreuses années, on a mangé du chien. Des centaines d'années, comme culture, quoi. Donc, à l'époque, vous alliez dans des fermes à chiens pour trouver des chiennes pour faire la reproduction, c'est ça? Oui, alors, du coup, il nous faut, comme j'ai dit tout à l'heure, des mères donneuses et des mères porteuses. Et ça, on n'utilise pas des animaux clonés pour faire ça. Donc, on a besoin d'importer ces animaux qui vont rester avec nous, c'est-à-dire avec nous au labo, physiquement, pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois, selon les besoins. Et donc, c'est des animaux qu'ils achetaient à des fermes à chiens pour des périodes et qui rendaient après, une fois que... Oui. Tu disais que parfois, vous aviez plusieurs chiens pour essayer d'en avoir un en bonne santé pour le client. Est-ce que parfois, il y en avait plusieurs qui étaient en bonne santé, par exemple? Ah oui, ça arrivait souvent. C'est-à-dire que c'est un peu la loterie. C'est difficile de savoir. C'est-à-dire qu'un chien, par exemple, on va implanter 15 embryons, des fois 20 d'un coup. Selon les races de chiens aussi, ça diffère un petit peu. Je ne suis pas experte, mais je sais qu'il y a cette différence. Et sur 15 embryons, on va dire, imaginons qu'il y en a 5 qui tiennent. C'est-à-dire que vraiment qui se développent, qui deviennent des chiots. Sur ces 5-là, si on a... De manière générale, il n'y en avait qu'un qui naissait viable, en bonne santé et qui arrivait au bout. Les autres, soit ils mouraient in utero, soit ils naissaient mais très faibles et on savait que rapidement ils allaient décéder. Au bout d'un moment, avec l'expérience, on sait. Quand le bébé sort à son niveau d'activité, est-ce qu'il fait des sons ou pas, on sait s'il va vivre ou non. Généralement, on se trompait rarement. Mais pas. Donc la plupart, il y en a qu'un qui sort qui est viable, mais ça arrivait que sur 5, tout d'un coup, il y en a 3 et qui sont en pleine forme et qui vivent normalement. Et dans ces cas-là, T'en fais quoi? Alors, il y a plusieurs solutions. La première, c'est d'abord, forcément, on propose aux clients, on dit voilà, on en a 3, on disait toujours la vérité. Est-ce que vous voulez en prendre les 3 ou est-ce que vous ne pouvez qu'en prendre qu'un ou 2? Donc, c'est le client qui choisit. Si le client vraiment il dit voilà, je peux vraiment en prendre qu'un, je peux vraiment pas en prendre plus, il nous en reste 2. Alors, la première solution, c'est qu'il soit adopté par un employé de l'entreprise. Tous les employés de l'entreprise avaient adopté un chien cloné abandonné. Donc, on en avait plein. Et du coup, ils venaient avec tous les matins. Donc, il y avait tous les chiens clonés qui appartenaient aux employés de l'entreprise qui étaient là. Et la troisième solution, c'est que même s'il en reste encore et que personne ne peut l'adopter dans l'entreprise ou que le client ne le veut pas, dans ce cas-là, on va chercher une famille. Mais on ne va pas dire que c'est un chien cloné. C'est-à-dire qu'on cherche une famille au même titre que quelqu'un que son chien a une portée, il faut qu'on trouve à les faire adopter. On faisait la même chose, sauf qu'on ne disait pas que c'était un chien cloné. Est-ce qu'il y a un risque de consanguinité avec les clones? Si ils vont habiter dans un même village? Ah ouais, il y a un petit risque, ouais. C'est même pas de la consanguinité, c'est le même individu qui se reproduit. Je pense que ça marche. Ça, c'est flippant. Non, mais ça marcherait pas. C'est film d'horreur, c'est film d'horreur. Non, mais ça serait pas viable, il vivrait pas. C'est auto-reproduit, le gars. C'est un escargot. Il faut la présence de 2 génomes différents pour que ce soit viable. Donc, en fait, ça marcherait pas. Enfin, il y aurait pas de naissance, quoi. T'aurais un 3e individu qui est la même chose. Non, ça marcherait pas. Ça marcherait pas? Non. Est-ce que ce serait possible, par exemple, que tu prends un individu mâle et tu le clones, mais en version féminine? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà demandé d'avoir eux-mêmes en version haut de sexe? Non, c'est pas possible, en fait. Le clonage, par définition, on prend un code génétique et on le clone. Donc, en fait, il est complètement identique. Tu vas changer les chromosomes XY? Eh ben non. En fait, justement, il y a des recherches là-dessus sur comment, par la technologie du clonage, modifier génétiquement pour pouvoir créer des individus en débarrassant le code génétique de maladies, de choses comme ça. Ça, c'est des recherches qui sont en cours. Par contre, changer le sexe, je pense pas que ce soit... Ou alors, ça n'a jamais été fait, je sais pas si c'est possible, je pense pas. Et est-ce que, par exemple, nous, on pourrait accoucher d'un chien? Non. Avec, c'est pas possible. Tu disais tout à l'heure, tu pouvais... Non. Un labrador pouvait accoucher d'un chien. Non, les mammifères sont bien faits. Les mammifères et les hommes sont bien faits, je pense. C'est pas possible. Non, les humains ne peuvent porter que des humains, au même titre que les loups ne peuvent porter que des loups ou peut-être des chiens. Mais si on implante un embryon de, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme autre mammifère? Même un embryon de chat. Un dauphin? Ouais, un embryon de dauphin dans un chien, mais jamais de la vie ça prend. Ça juste... Ça ne marche pas comme ça. Quel enfer. Et heureusement d'ailleurs, moi, merci. Ah ouais, ce serait une horreur. Hein. Horreur. Mais attends, on n'est qu'en 2024. On n'est qu'en 2024. On ne sait pas, on est au début des années 2000, hein, en vrai. Je sais pas si dans 1000 ans, comment ça aurait évolué. T'imagines en 1000 ans comment on a progressé, imagine. Ouais. C'est limite flippant. Mais je pense qu'on pourra tout faire. Dans 1000 ans, je pense qu'on pourra tout faire, mais heureusement, je serais pas en vie, parce que j'ai pas envie de voir ça. Est-ce que vous avez déjà eu des horreurs? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des
des chiens qui sortent, qui ne ressemblent pas à des chiens, c'est des problèmes génétiques. En fait, ça a fait une sorte de monstre. Il y a beaucoup de problèmes génétiques, c'est-à-dire tous les bébés qui meurent in utero ou rapidement après la naissance, en fait, c'est tous parce qu'ils ont des malformations. Alors, soit elles sont visibles, soit elles sont invisibles. Il y a des malformations cardiaques. Souvent, c'est ça qui fait qu'ils meurent rapidement. Et des fois, il y a des malformations physiques, mais souvent, ceux qui ont une malformation physique, ils vivent rarement, ils meurent in utero. C'est-à-dire que c'est une fois qu'on les sort, on voit qu'ils sont mal formés, mais ils sont déjà morts. Alors, s'il y a des chiens qui ils peuvent leur manquer une patte, moi, ce qu'on a eu plusieurs fois, et on ne se l'explique pas, c'est des chiens qui avaient le cœur, mais à l'extérieur du corps. En fait, c'est très impressionnant à voir. Il y a une fille qui a ça aussi, une humaine. En fait, ça arrivait souvent. Il y avait des fois où en fait, la boîte crânienne ne se formait pas bien, donc en fait, c'était ouvert. En fait, il y a plein de choses comme ça qui fait que les bébés ne sont pas viables du tout. Donc en fait, ils meurent in utero. Mais oui, après, il n'y a jamais eu de chiens, parce que moi, j'ai vu beaucoup de chameaux et de chiens. Du coup, moi, j'ai jamais vu de chameaux qui ressemblaient pas à des chameaux ou des chiens qui ressemblaient pas à des chiens. Ah, d'accord. Mais voilà, il y a des malformations. Je crois que les poissons, je ne sais pas si vous voyez les poissons rouges, il y a une certaine race où il y a le cerveau à l'extérieur. Ouais, ça fait un peu ça. Et ben ça, c'est volontaire. Ils ont fait des croisements suite à des poissons qui avaient des soucis. Et en fait, ils les ont croisés pour qu'ils aient des énormes yeux. C'est horrible, en vrai. Et du coup, les poissons, ils voient mal, ils ont la cervelle à l'extérieur et tout. Ouais. Et nous, en fait, on les achète. J'ai entendu ça dans une discussion. Ça m'a un peu surpris, voilà. Et en fait, tu te rends compte que l'humain, quand même, il fait des croisements de trucs quand même bizarres. Est-ce que vous avez déjà cloné un chien un nombre de fois, vraiment, vous avez fait un multiple? Oui, alors on l'a fait plusieurs fois, mais une fois particulièrement connue parce que c'est un record mondial. Donc pour la petite histoire, c'est un petit chien qui s'appelait Millie, qui était un chihuahua, qui est toujours il y a plein de clones, donc passé présent comme vous voulez. En fait, c'était un chihuahua, mais qui était comme un chihuahua nain, c'est-à-dire qu'elle était vraiment minuscule, vraiment. Elle était, vous savez, si un chihuahua, ça fait cette taille-là à peu près, elle était comme ça, quoi. Toute petite, et quand elle était bébé, elle était devenue connue parce qu'il y a des photos dans la presse qui sont sorties où quand elle était bébé et qu'elle dormait, elle tenait dans une cuillère à soupe. Wow. Elle était minuscule, elle était vraiment... Puis du coup, elle avait une tête toute petite avec des énormes yeux, des énormes oreilles. Du coup, elle était hyper mignonne. Et elle était assez connue. Bon, je sais pas pourquoi elle avait fait la une des presses. Bref. Peut-être parce que vous l'avez cloné beaucoup de fois. Oui, non, mais ça, avant même. Oui, aussi. Et du coup, sa maîtresse était très, très attachée à elle. Et du coup, elle a voulu cloner Millie avant qu'elle meure pour pouvoir avoir d'autres Millie, en espérant que les Millie clonées seraient comme elle, en fait, toutes petites. Et du coup, ça a particulièrement intéressé Swam parce que, bon, déjà, ils gagnent de l'argent en clonant, mais aussi parce qu'eux, ils voulaient faire de la recherche en même temps, parce que c'est aussi une fondation de recherche. C'est pas qu'un laboratoire de clonage. Il y a aussi beaucoup de recherche scientifique qui se faisait à Swam. Du coup, ils voulaient voir si en clonant, est-ce qu'on retrouve des individus nains ou pas. Et du coup, où est-ce que se situe l'information génétique du nanisme dans le code génétique de Millie? Voilà. Du coup, ils avaient fait un contrat avec la maîtresse en disant on va la cloner 10 fois, on va créer 10 clones. Et du coup... La maîtresse était OK. La maîtresse était OK. Il y a eu un contrat où, du coup, elle payait... gratuit, quoi. C'était gratuit. Et elle avait même des droits sur une partie de la recherche qui serait faite sur les 10 clones. Du coup, elle avait dit, voilà, moi, j'en prendrai 2, 3, 4. Et le reste, voilà, vous pourront participer à la recherche et tout ça. Mais, comme je ne l'ai pas bien expliqué, mais pour créer 10 chiens, il faut en faire beaucoup. Pour qu'il y ait 10 chiens en bonne santé, en fait. Du coup, alors ça, moi j'ai la version de Swam parce que je travaillais pour Swam, j'ai jamais rencontré la maîtresse, mais en fait, le résultat est que 49 chiens ont été créés. Enfin, 49 chiens en bonne santé. Après, il y en avait peut-être plus d'une centaine qui ont été vraiment créés, mais 49 qui étaient en bonne santé. Avec un chien. Un chien. On les appelait les Millie. Oh, c'est flippant. On les appelait les Millie. Des films et en fait, sauf que là où il y a eu un litige, c'est que la maîtresse, elle n'avait pas signé pour ça. Et que, voilà, je ne sais pas si Swam a fait exprès d'en faire autant, ou si c'est juste que pour être sûr d'en avoir 10, ils ont implanté plein de femelles, et qu'en fait, ils ont eu de la chance, et que du coup, il y en a 49 qui sont sortis. Je sais pas. Vous avez fait quoi de tous ces chiens? Alors, déjà, il y en a 10, il y en a genre une vingtaine qui sont partis aux États-Unis, qui ont été adoptés par la maîtresse elle-même et par tous les proches de la maîtresse. C'est-à-dire qu'elle a distribué les Millie à toute sa famille, parce qu'il fallait bien que quelqu'un les prenne. Non, mais ça fait film d'horreur. Voilà. Vraiment, c'est un truc que j'avais jamais entendu. J'ai l'impression de passer un cap, là, une barrière, rentrer dans Netflix, tu sais. C'est ça. Et alors, il y en a une autre partie, je sais, qui a été utilisée pour de la recherche, mais je sais pas où ils ont été. Enfin, moi, j'ai pas toutes les infos.
Et moi, quand je suis arrivée en 2018 à Souham, il en restait 12 ou 13 qui étaient là. Parce qu'en fait, on avait ce qu'on appelait les showrooms, ou les pièces où il y avait les chiens, où il y avait toutes les mères porteuses, les mères donneuses et les chiens clonés. Et du coup, on avait les Milly qui étaient là pendant tout le temps où j'étais là, ils étaient là tout le long. Pourquoi la cliente, elle a voulu refaire son chien? Parce que justement, c'était un cas à part. Ouais, je pense c'était un chien qui était assez spécial et du coup, elle avait envie de cloner ce chien. Mais malheureusement, non, ce que j'ai pas dit, c'est que tous les clones de Milly, il n'y en a aucun qui était atteint de ce même nanisme. C'est-à-dire que c'était des chihuahuas normaux, qui ressemblaient pas du tout, À Milly? à la Milly. Parce que on pensait qu'il serait comme elle, mais en fait non. Visiblement, il y a eu une modification génétique de la Milly originale qui s'est faite en dehors de son code génétique à la base, qui s'est faite certainement. Il y a eu quelque chose qui s'est passé in utero, quoi, qui fait qu'elle avait cet aspect-là, qui se retrouvait pas dans son code génétique. Du coup, quand on l'a cloné, tous les Milly étaient des chihuahuas de taille normale. Est-ce que vous avez déjà refusé un clonage? Dans l'histoire de Souham, je sais pas. Moi, personnellement, non. Alors, il y a refusé et dissuadé. On en parlera peut-être plus tard. Et à la fin de mon temps à Souham, j'étais arrivée à un point où, j'espère qu'il y a prescription, mon entreprise n'est pas au courant, mais j'ai dissuadé des clients de le faire. Refuser, non. C'est-à-dire, à partir du moment où ils viennent et me disent « voilà 100 000 $, merci ». Et comment ça se passe? T'as un chien à Paris, un homme, voilà, une famille qui a un chien, voilà, qu'ils aiment beaucoup, qui ont beaucoup d'argent, qui meurt. Il y en a qui vous appellent et qui disent vite, mon chien vient de mourir. C'est ça. Et comment vous faites là? Alors moi j'étais en on-call 24 heures sur 24, c'était aussi mon boulot. C'était d'astreinte? D'astreinte. Enfin, astreinte, généralement on est plusieurs, il n'y avait que moi. Du coup, il pouvait y avoir un appel qui arrivait à n'importe quel moment. Quelqu'un qui trouve mon numéro sur le site, hop, ils appellent. Voilà, mon chien vient de mourir. Alors, si le chien n'est pas mort, c'est plus simple, mais souvent, malheureusement, ils appelaient après la mort du chien. Et donc, mon rôle, c'était de les guider. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire à partir de maintenant? Les guider sur toutes les étapes pour que les échantillons nous arrivent le plus vite possible et qu'on puisse cloner votre chien dans de bonnes conditions. Et c'est quoi qu'il faut faire? En gros, si le chien est vivant, il y a un peu plus de temps. C'est-à-dire qu'il faut aller chez un vétérinaire. On fait comme une biopsie, ça peut être très douloureux, mais c'est selon les endroits du corps. Un morceau de chair. Ouais, un morceau de chair, oreille, n'importe. Et nous les envoyer. Donc après, il y a des façons d'envoyer qui sont très strictes. Il ne faut pas que les échantillons soient en contact direct avec la glace parce que ça les congèle et ça tue les cellules. Voilà, il y a une façon d'empacter très spécifique. Dans une boîte très spécifique, on l'envoie par avion. Et nous, on va chercher la boîte à l'aéroport. Hop, on l'amène et on fait ce qu'on va. Mais comment tu trouves les boîtes? C'est les vétérinaires? Oui, en fait, souvent, les vétérinaires, ils ont ça parce qu'ils peuvent envoyer des trucs au labo. C'est le même type de boîte. Pour voir si c'est pas des trucs... Donc, si le chien est vivant, ça se passe comme ça. Si le chien est mort, il faut agir très vite. Il y a une façon de conserver le corps à une certaine température. L'emmener chez un vétérinaire le plus vite possible pour faire un prélèvement. Donc, souvent, on fait des prélèvements plus importants. Parce que quand on meurt, les cellules meurent très rapidement. Et donc, on privilégie les cartilages. C'est dans les cartilages que les cellules meurent en dernier. Donc, les oreilles des chiens, souvent, on disait, vous coupez les oreilles, vous les envoyez. Alors, des fois, il y en avait qui avaient du mal à faire ça parce que c'est mutiler l'animal aimé, donc je comprends que c'était compliqué. Après, ce qui est compliqué, c'est aussi trouver un vétérinaire qui accepte de faire ça. Ah, ils veulent pas tous? Eh ben, si on dit que c'est pour cloner, il y en a éthiquement, surtout en Europe. Alors, franchement, on est les seuls qui avaient un problème éthique avec ça. Tous les autres, ils n'en avaient rien à faire. C'était vraiment qu'en Europe, on avait du mal à trouver des vétérinaires. Et c'était très louable. Hein. Moi, je comprenais tout à fait. Donc voilà, ils trouvent un vétérinaire, ils font le processus, ils nous envoient ça. Et après, nous, quand le chien était mort, il y a quand même plus de chances que ce soit compliqué. Donc nous, dès qu'on arrive, on regarde s'il y a des cellules qui sont vivantes, s'il y en a assez pour les mettre en culture et avoir assez de cellules pour espérer un résultat positif. Voilà, mais du coup, il fallait pouvoir répondre au téléphone à n'importe quelle heure de la nuit, de la journée, parce qu'il faut agir tout de suite. On va parler des dinosaures dans un instant, mais si jamais quelqu'un voulait faire un clonage de son chien, mais qu'il n'avait pas encore l'argent, et qui te dit est-ce qu'on peut le mettre dans un frigo pendant des années, est-ce que c'était possible? C'est pour attendre. S'il te dit, moi je veux faire le clone de mon chien, mais j'ai pas 100 000 $, je les aurai peut-être dans 5 ans, est-ce qu'on peut congeler mon chien? C'est une bonne question. En fait, non. Du coup, c'était le cas de plein de clients. En fait, c'était le cas de la majorité qui ne voulaient pas cloner tout de suite, mais ils voulaient se donner la possibilité de cloner plus tard s'ils avaient les moyens ou s'ils avaient cryogéniser le chien, quoi. Ouais, et donc en fait, non, on cryogénise pas le chien, on cryogénise des cellules qu'on a déjà mis en culture. C'est-à-dire qu'en fait, on reçoit de la même façon, on reçoit les échantillons, on met les cellules en culture, et une fois qu'on a une bonne dose de cellules qu'on pourra utiliser,
on les cryogénise à moins 196 degrés Celsius dans des espèces de grosses bonbonnes qu'on avait. Donc on avait les bonbonnes chiens, les bonbonnes vaches, cochons, mammouths. Voilà, on avait Mammouth? Oui, on c'est quoi ce truc? On avait dans le labo une salle à l'arrière où il y avait tous les espèces cryogénisées où c'était écrit. C'est film d'horreur. En même temps, ce serait génial. Hein. Moi, tu me dis, Jurassic Park, j'y vais demain. Non, mais c'est exactement. C'est comme ça que l'argent arrive. Tu dis, il y a un dinosaure, demain, il y a des millions de gens qui font la queue. Ah, mais c'est certain. C'est sûr. Mais c'est certain. Tu fais une file de millions de gens. Je te dis, il y a un parc, un zoo avec. Voilà. À chaque fois que je vois un poulet, moi, je rate ses pattes. Je fais, oh là là. Pourquoi ? Parce que les pattes, il paraît que les poulets, ils ont des pattes de dinosaures miniatures. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que le code génétique, vraiment à ça. Le code génétique, c'est le même. En fait, c'est juste que ça, voilà, c'est beaucoup plus petit. Tous les oiseaux, la plupart des oiseaux. Exactement. Et quand tu regardes les pattes, tu te dis, tiens, c'est un peu de dinosaure, quoi. Et je sais qu'il y a plein de familles qui iraient avec les enfants pour voir des dinosaures, c'est sûr. Ah mais... Imagine comment tous les gosses... Mais le monde entier, enfin, c'est... Et on va en parler après, justement, des recherches actuelles et tout ça. Juste comment vous les livrez, les chiens? Est-ce que c'est toi qui allais les livrer dans des pays? Est-ce que c'est toi qui voyageais avec ou d'autres personnes? Ou vous les livrez par avion? Comment ça se passe? Alors moi, j'avais mes clients. En fait, on était comme des commerciaux. En fait, moi, j'avais mes clients. Quand on a son client, on s'occupe d'eux du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la biopsie du chien pour les échantillons jusqu'à la livraison du chien. Donc on va, sachant qu'on n'avait pas de clients en Corée. Moi, j'étais en charge que des clients étrangers. Donc on prend l'avion avec le chien et on va livrer le chien à la famille. Donc il y a une différence qui est faite entre les chiens, les toksugun, qui sont les chiens, étatiques pour les chiens militaires, policiers, etc., qui souvent sont livrés en 15-20 à la fois, et les chiens commerciaux, où il y en a qu'un, des fois deux, mais souvent un. Donc oui, on va physiquement, on prend l'avion avec le chien et on va dans le pays du client et on lui livre le chien. Et donc évidemment, on les envoie à l'étranger. Une fois tous les vaccins faits, c'est-à-dire qu'il y a des législations, il faut que tous les vaccins soient faits, donc on ne peut pas les envoyer à 2 semaines, il faut les envoyer à 4-5 mois, il y a des délais légaux. Et quand tu livrais des chiens pour des particuliers, tu devais mentir aux aéroports? C'était quoi les papiers? Alors, en fait, il n'y avait pas d'obligation à mentir, mais parce qu'au bout d'un moment, il y avait les douaniers à l'aéroport, savaient ce qu'on faisait, c'était pas con. Par contre, c'était beaucoup plus simple de mentir. C'est-à-dire, surtout quand on est dans un comptoir, c'est pas forcément des douaniers, c'est des gens qui... l'immigration et tout. On avait des histoires toutes faites. Surtout pour le clonage commercial, pour les familles, c'était une histoire toute faite qui était très simple. Du coup, moi, je suis étrangère, je vis en Corée. Et du coup, ce que je disais, c'est voilà, j'ai un chien parce que j'ai mes amis allemands, espagnols, n'importe quoi, qui sont venus me rendre visite en Corée pour me voir. Et ils sont tombés amoureux de ce chien. Ils ont voulu l'adopter, mais il n'avait pas l'âge légal pour sortir encore. Il fallait faire les vaccins. Du coup, ils me l'ont laissé pendant les 2-3 mois. Et je leur ai fait faire les vaccins. Et maintenant, je le ramène. Putain, ouais. Donc, en fait, c'était ça l'histoire qu'on servait à chaque fois et qui marchait très bien. Est-ce qu'il y a des chiens qui sont morts sur le trajet? Alors, ça coûte cher, tu les emmènes et ils meurent en avion. C'est jamais arrivé. Non, parce que, en fait, quand ils arrivent à 4-5 mois, c'est des chiens qui sont en très bonne santé. Après, s'ils meurent, ça serait la faute des compagnies aériennes. Parce que c'est des chiens qu'on envoie toujours en bonne santé. On va parler des showrooms, mais bon, ça c'est intéressant. C'est juste qu'il y avait plein de chiens en vitrine, en fait, pour montrer quand on arrivait. C'est vraiment ça. Ce qui est assez fou, vous avez fait des expériences sur d'autres animaux, dont des méduses. Oui. Qu'est-ce que vous faites avec des méduses? Alors, moi, c'était avant que j'arrive, mais ça faisait partie du brief que j'avais eu à mémoriser, le briefing qu'on faisait aux investisseurs, aux clients, etc., pour montrer ce qu'on fait aussi en dehors du clonage. C'est-à-dire que c'était un institut de recherche, donc il y avait une partie commerciale qui faisait du clonage et une partie recherche. Et donc eux, ils travaillaient ils clonaient des animaux et ils modifiaient génétiquement ces animaux en laboratoire pour essayer d'identifier, voilà, tel gène s'exprime à tel endroit, tel gène s'exprime à tel endroit, parce que c'est pas forcément évident. Il faut faire des expériences pour savoir. C'est de la recherche. Et donc une façon facile de savoir, c'était, vous savez, il y a des méduses qui luisent dans le noir, qui sont fluorescentes. Oui. Et en fait, donc ils avaient identifié le gène fluorescent sur ces méduses-là, et on savait où il était, donc ils prenaient ce gène-là et ils le greffaient dans un code génétique d'un autre animal, donc des cochons, des chiens. Et on voyait quelle partie du corps devenait fluorescente. Mais je te crois pas. Et du coup, on savait que, du coup, là, on l'a mis là, dans ça, c'était les ongles. Ah, ça, c'était le bout de l'oreille. Voilà. Vous faisiez des chiens fluo? En fait, du coup, c'était pas tout fluo, parce qu'en fait, on l'implantait à un endroit spécifique et on voyait où ça s'exprimait.
Donc t'as déjà vu des cochons fluo? Alors moi, non, j'ai vu des photos du coup qu'ils avaient pris de quand ils ont fait ça, parce que moi, quand j'y étais, ça c'était déjà fait. Donc je lui ai expliqué comment ils avaient fait, mais moi, je l'ai pas vu. S'il faut un jour, il y aura des races de cochons fluo. Ouais, en fait, c'est les races de cochons. Vous savez, les cochons, ils ont une espèce de pas des sabots, mais... Ouais, et en fait, c'était le bout, ils avaient les 4 pattes, le bout c'était fluorescent. Après, il faut être dans le noir pour le voir. En fait, dans la journée, là, on voyait, c'était juste un peu verdâtre, mais c'est dans le noir où ça... Oui, c'est phosphorescent. Ouais, c'est ça, c'est le bon terme. Ça garde la lumière, comme les peluches ou les trucs. Voilà. Exactement. Incroyable. Et ça, ils ont arrêté? Ben, je crois. C'était pour comprendre, en fait, les génomes, quoi. Non, mais après, c'était aussi la personnalité du professeur Huang. Ça, c'est un peu choc, c'est-à-dire, regardez ce qu'on est capable de faire. Moi, enfin, c'est seulement mon opinion, mais j'ai l'impression qu'il a fait un peu ça, parce que tu fais des super photos, et tu dis, regardez aux clients ou aux investisseurs, regardez ce qu'on est capable de faire. Les gens, ils s'en souviennent, parce que c'est marrant de voir un cochon avec des pieds phosphorescents. Et ça permet de ramener l'argent aussi. Après, recherche ou pas recherche. C'est quoi, toi, la chose la plus insolite que tu as vue là-bas, durant ces quelques années où tu as travaillé dans ce laboratoire de clonage? Alors, ce que j'ai vu de plus insolite, je sais pas, parce que au bout d'un moment, ça devient le quotidien, mais c'est plus ce que j'ai vécu d'insolite. C'est-à-dire que j'étais en charge des chiens, certes. C'était mon activité principale. Mais comme j'étais aussi anglophone, je me suis mise à travailler sur le projet des chameaux qui arrivait pendant que je travaillais. Avant ça, ils ne travaillaient pas avec les chameaux. Et du coup, j'ai eu plusieurs déplacements dans un pays que je ne nommerai pas pour des raisons que vous allez comprendre rapidement. Dans un pays avec une famille royale très puissante qui, en fait, dans pas mal de pays qui sont au Moyen-Orient, il y a une culture des courses de chameaux. Comme mais les courses de chevaux ici. Exactement, mais il y a aussi les chameaux de salon, c'est-à-dire les concours de beauté. Donc la famille royale avait des chameaux qui étaient des champions, soit des champions de course, soit des gagnants récompensés dans les salons de beauté. Enfin, je ne sais même pas comment on appelle ça. Et du coup, ils voulaient cloner ces individus-là pour continuer à gagner. Parce que, en fait, c'est un business très rentable dans ces pays-là. C'est à des millions de dollars. C'est vraiment un énorme business. Du coup, voilà, ils voulaient cloner ces individus-là. Donc, cette famille avait créé une ferme à chameaux, enfin, clonée, au milieu du désert. C'était très secret. Personne ne savait qu'elle existait. Parce que, forcément, avec la concurrence avec les autres, il ne faut pas qu'on sache qu'on clone les mêmes. Parce que eux, voilà, il n'y avait que la famille royale qui savait qu'on clonait ces animaux, qu'on reproposait aux courses et aux... Voilà, mais c'était pas... C'était secret. Et du coup, ils avaient embauché le professeur Huang pour s'occuper de tout ça. C'est lui qui était en charge de toute la ferme. Voilà, on faisait tout. Et du coup, moi, j'allais aussi de temps en temps dans cette ferme-là. Et en fait, ils avaient mis la ferme... Vous savez, dans tous les pays, il y a des bases militaires qui sont un peu secrètes. Et elles sont interdites de survol. Et même les satellites ne peuvent pas non plus prendre de photos de la zone. C'est pour des raisons de sécurité nationale. De confidentialité. Confidentialité. Et du coup, ils avaient mis cette ferme au milieu de plein de bases militaires. Du coup, personne ne sait qu'elle existe. Et il n'y avait pas non plus de route. Maintenant, ils en ont créé une. J'ai vu d'ailleurs, c'est le documentaire Netflix qui a été fait avec le professeur Huang, où j'ai vu qu'ils avaient créé une route. Moi, quand j'étais, il n'y avait pas de route. On pouvait y aller qu'en hélicoptère. Il y avait genre 1h30 d'hélicoptère, c'était un enfer. Aller, 1h30 retour. Et du coup, moi, on y allait pour des choses diverses, mais... Toi, tu y allais, qu'est-ce que tu as vu de fou là-bas? Tu as vu que des chameaux? Déjà, tu arrives, c'est un monde parallèle. En fait, déjà, on est au milieu du désert. Il n'y a rien autour sur des dizaines et des dizaines et peut-être des centaines de kilomètres. On arrive tout d'un coup, il y a une ferme à chameaux, il y a des chameaux partout, des bébés, des adultes. Il y a plein de gens qui sont tous spécialistes des chameaux, les plus pointus, parce qu'ils travaillent pour une famille royale. Donc il y a le vétérinaire en chef qui m'expliquait qu'est-ce qu'il fait quand un chameau est beau. Alors moi, je comprends, mais alors pour moi, ils avaient tous la même gueule, mais apparemment, il y en avait qui étaient plus beaux que d'autres. Donc il y a certains critères, la régularité de la bosse, la forme des yeux, les proportions du corps, etc. Et du coup, tu arrives un peu dans un monde parallèle où tout le monde sait faire, où il y a des chameaux partout et où tu te retrouves à assister le vétérinaire en chef pour faire des césariennes de chameaux à même le sol, en essayant de choper les sabots dans l'utérus pour essayer de tirer. Ouais, enfin ça, en plus, moi, je m'attendais pas... Enfin, je savais que j'allais dans cette ferme, mais je m'attendais pas à avoir l'impression d'être dans un monde parallèle. T'as vu d'autres animaux là-bas? Oui, il y a eu d'autres animaux. Après, c'était pas forcément des animaux clonés. Mais cette famille royale en particulier avait des palais, beaucoup de palais et qui étaient dans un immense complexe, parc, domaine, je ne sais pas comment appeler ça. Et en fait, ils avaient comme un mini zoo dans ce parc, donc ils avaient une équipe vétérinaire et beaucoup d'animaux.
Et notamment, moi, le seul que j'ai vraiment vu de près, parce qu'après, il y avait des oiseaux, bon, choses un peu bateau, c'était un singe qu'ils avaient un peu éduqué à l'humain, enfin, pour être un peu comme un petit humain. Donc ça restait un singe, c'était comme un chimpanzé, enfin, je ne suis pas spécialiste, mais qu'ils habillaient comme un humain, donc il était habillé. Et il était entraîné à saluer les visiteurs qui venaient visiter le parc, enfin, ou le domaine de cette famille royale. Et donc, il vient vers toi, il te serre la main, il te baise, fait un baise-main. Et c'est le petit truc. On va parler de Jurassic Park, Ouais. des dinosaures, et après on parlera des humains pour terminer. Ouais. Il y a eu des projets de Jurassic Park, parce que tu dis qu'il y a des cuves avec des cellules de mammouth. Ouais. Tu dis qu'on peut prendre un cheveu et si les cellules sont bonnes, en faire un animal. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu connais de tout ça? Alors, ça faisait partie des choses que je devais savoir pour en parler. En gros, c'est un projet qui est international à la base. Donc, c'est les États-Unis, la Russie, le Japon et la Corée qui se sont alliés. Donc, il y avait des paléontologues, des géologues, etc. Alors, normalement, c'est un but assez louable. C'est en fait, on veut se mettre ensemble pour avoir le plus d'argent possible pour créer la technologie nécessaire pour ramener une espèce disparue. Donc, en gros, le pitch de base, c'était ça. Pour faire ça, il faut de l'argent. Pour l'argent, le sensationnalisme, ça aide. Donc, il y a Vladimir Poutine, le président de la Russie, extrêmement intéressé par ce sujet, qui connaît énormément de milliardaires en Russie, qui a personnellement investi de l'argent et qui a fait investir ses amis dans ce projet-là. Et le but, ça serait de créer un Jurassic Park en Russie, en Sibérie, là où les derniers mammouths vivaient, il y a 4000 ans à peu près. Pas si vieux, hein. C'est pas si vieux, on penserait plus, mais le dernier mammouth connu, c'est 4000 ans. Et du coup, voilà, le projet, c'est de faire un espèce de Jurassic Park en Russie, qui pourrait lui aussi générer de l'argent. Et donc, ce projet-là fait qu'il y a l'argent qui rentre dans ce projet. Il y a aussi les Américains dessus. Ouais, c'est une équipe internationale. Un peu comme la Station Spatiale Internationale, ça coûte tellement cher qu'il y a tous les pays qui mettent un peu d'argent pour que ça tienne, quoi. Exactement. Mais du coup, ça finance une vraie recherche scientifique qui pourrait avoir des applications extrêmement intéressantes pour la protection de la biodiversité, pour le sauvetage d'espèces en voie de disparition ou même disparues, mais il n'y a pas trop longtemps. Donc voilà, c'est cette recherche-là. Donc pourquoi est-ce qu'on a su qu'on pouvait faire ça? C'est qu'avant, on pensait que c'était terminé, que tout ce qu'on avait, c'était des ossements. Et que du coup, avec des ossements, t'as pas de cellules vivantes. Donc en fait, tu peux pas faire de clonage. Par contre, avec le réchauffement climatique, il y a la permafrost. La permafrost, en fait, c'est un sol qui est perpétuellement gelé, qui est maintenu à une température qui est très stable depuis des milliers et des milliers d'années. Voilà, la glace. En Sibérie surtout. Et avec le réchauffement climatique, il y a une partie de cette permafrost qui s'est mise à fondre. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on voyait des morceaux de corps de mammouth sortir de cette permafrost qui était extrêmement bien préservée parce qu'à température constante depuis 4000 ans. Elle est congelée, quoi. Complètement congelée. Et du coup, tu sais, parfois les chiens, les cellules, elles meurent quand même, il faut bien les mettre, donc c'est quand même touchy, quoi. Ben exactement. En fait, ça reste des animaux morts depuis 4000 ans, donc même à température constante. Du coup, il y a eu des équipes, donc plusieurs expéditions qu'on appelait ça. Il y a des reportages aussi même disponibles sur YouTube que vous trouverez, où vous verrez le professeur Huang. Puis l'ensemble de l'équipe internationale à ce moment-là, où ils ont fait plusieurs expéditions dans la région de Yakoutsk en Russie, qui est en Sibérie, où voilà, il y a la permafrost qui crée des espèces de tunnels dans lesquels il faut s'engouffrer pour accéder aux parties des corps des mammouths qui... Par-dessous. Ouais, du coup c'est extrêmement dangereux parce que tout peut s'effondrer à n'importe quel moment. Donc il y en a vraiment qui ont risqué leur vie pour accéder à... Ils ont trouvé? Ah oui, il y a même des corps entiers de bébés mammouths qui ont été extraits. Donc moi, j'avais des photos, du coup, là, je les ai plus, mais qui étaient extrêmement bien préservés. On aurait dit qu'il était mort il n'y a pas longtemps, quoi. Enfin, incroyable. Avec tous les poils. Et vous avez réussi à prendre des cellules vivantes? Après, c'est toute la... Oui, il y a des cellules vivantes qui ont été trouvées, enfin vivantes... Congelées? Ouais. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a aucune qui était complètement intacte. C'est-à-dire qu'il y a une certaine reconstruction génétique qui doit avoir lieu pour pouvoir envisager de cloner le mammouth. Donc après, l'idée, c'est de prendre un noyau du coup d'une cellule d'un mammouth, de reconstituer au maximum pour que ce soit viable et de l'implanter dans une ovocyte d'éléphant. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas, mais que les mammouths étaient au moins deux fois et demi plus gros qu'un éléphant. Ah, waouh! Et du coup, une éléphante telle qu'on les a aujourd'hui, qui porterait un bébé mammouth, risque de mourir parce que ça prendrait trop de place dans son ventre.
Du coup, il faudrait créer un hybride avant. Enfin, ou alors, pas un hybride forcément, mais modifier génétiquement un éléphant pour qu'il soit beaucoup plus gros et pour qu'il puisse porter un bébé mammouth. Bon, mais c'est possible que ça arrive un jour. Mais c'est même pas... Enfin, c'est très probable. Parce qu'en fait, après, ils n'arrêtent pas de reculer l'année à laquelle ils pensent qu'ils vont le faire. Parce qu'il y a plein de... C'est très compliqué. La reconstruction génétique, c'est encore pas quelque chose qui est très... Mais un jour, on aura peut-être des mammouths. Ah oui, c'est fort probable qu'un jour, on arrive à créer des mammouths, ouais. Ouais. Et c'est vraiment en cours, et c'est pas une blague, c'est vraiment genre... Tu penses qu'il y aura d'autres dinosaures? Alors, le dinosaure, de ce que je sais, parce que moi, j'avais beaucoup cette question quand je parlais de ça à mes clients, aux investisseurs, etc. Les dinosaures, ça fait plusieurs dizaines de millions d'années qu'ils ont disparu. Entre 4000 ans et plusieurs dizaines de millions d'années, c'est pas du tout la même chose. Et du coup, il y a plein d'ossements, par contre, il n'y a pas de cellules vivantes. Donc, en fait, c'est complètement impossible. En tout cas, on ne sait jamais, peut-être dans 1000 ans, on aura trouvé une façon de cloner, ou je sais pas, avec des ossements, mais pour l'instant, c'est complètement impossible, parce qu'il n'y a aucune cellule vivante. Vous avez goûté du steak de mammouth? Non, alors j'ai pas goûté du steak de mammouth. Il y a certains collègues qui m'ont dit qu'ils avaient goûté, mais je pense que c'est pas vrai. Parce qu'en fait, on travaillait avec un chercheur qui était très connu en Russie, un chercheur russe, qui était un peu, très brillant, mais très loufoque. Et il adorait faire la blague quand les équipes coréennes, mes collègues, allaient en Russie pour travailler sur le projet. Il adorait leur servir du bœuf et leur dire après, en fait, c'était pas du bœuf, c'était du mammouth. Parce qu'en fait, quand on a trouvé ces corps très préservés et qu'on les tranchait, on avait vraiment l'impression d'avoir un steak. En fait, c'est de là qu'est partie la blague. C'est que vraiment, c'est de la chair rouge. Un steak de mammouth. Ouais, puis même, il y en avait qui saignaient quand ils coupaient. Oh là là. Il y avait après, c'est du sang un peu dilué, mais du coup, il y avait vraiment cette blague de un jour, on mangera du steak de mammouth. Et d'ailleurs, je vous en ai fait manger. Bon, si on décide de cloner des bœufs, hein, on prend un bœuf, on le clone, est-ce qu'on peut le manger? Est-ce que ça serait possible? Ça se fait, ça s'est fait, ça continue à se faire. Pas en Europe. Alors en Europe, depuis 2015, mais ça se faisait déjà pas avant. Depuis 2015, il y a une loi dans toute l'Union européenne qui a interdit le clonage animalier, déjà, et l'importation de viande d'individus clonés et de tous leurs descendants dans l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on peut dire du clonage humain, pour terminer? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça a déjà été fait? Est-ce que tu penses que ça a été fait? Est-ce que c'est pas officiel? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, la première chose à dire, c'est que le clonage humain est strictement illégal dans le monde entier. Il n'y a aucun pays où c'est même à moitié légal. Comme la cocaïne, et pourtant, il y en a dans tous les pays. Voilà. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Alors, parce que c'est interdit, que ça n'a pas été fait. Officiellement, jamais aucun humain n'a été créé. Alors Raël vous dira autre chose. Officiellement, il n'y a jamais eu un seul humain cloné. Voilà. Après, il y a eu du clonage d'embryons humains. Alors maintenant, les expérimentations scientifiques sur des embryons humains sont maintenant interdites. Alors peut-être pas dans tous les pays, mais dans beaucoup de pays à mon avis. Par contre, il y a déjà des embryons d'humains clonés qui ont été créés, mais c'était pour des raisons thérapeutiques, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu l'intention de les faire devenir des humains. C'était juste parce que, je ne sais pas si vous savez, mais en gros, dans les premières étapes de la division cellulaire, on appelle ça, toutes les cellules, ce sont des cellules souches. C'est-à-dire que c'est des cellules qui peuvent devenir n'importe quoi dans le corps. Donc en fait, l'idée, c'est qu'avec ces cellules-là, on peut greffer ces cellules souches à n'importe quel endroit du corps d'un humain, et ça permet de régénérer cette zone-là. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir soigner des maladies avec ces cellules souches. Et ça se fait déjà, la greffe de cellules souches. Mais l'idée, c'est que si on crée un clone, votre clone par exemple, on crée un embryon qui a exactement la même code génétique que vous, et avec vos cellules souches, en fait, il n'y aura aucun problème de rejet de la greffe. Et du coup, et possiblement, ça peut beaucoup mieux marcher que des cellules souches d'un autre individu. C'est dans ce but-là qu'il y a eu des recherches. C'est dans ce but-là, à la base, qu'on a créé des... À la base, ouais. Ils ont fait des embryons, ils n'ont jamais essayé... Alors, il y a eu des rumeurs, est-ce que les nazis ont essayé voilà. En fait, les nazis, ils ont essayé. On sait que les nazis, ils ont essayé, ils ont a priori pas réussi. Parce qu'en fait, eux, ils essayaient de faire du clonage en parthénogénèse, c'est un peu différent, mais en fait, ça crée des embryons qui ne sont pas viables, parce qu'il n'y a pas d'intervention d'un autre génome, c'est une ovocyte. C'est les chromosomes d'un même ovocyte qu'on dédouble pour faire 23 paires. Mais sauf qu'il n'y a pas l'intervention d'un autre génome extérieur, et du coup, c'est des embryons qui font les premières étapes de la division cellulaire et après qui dégénèrent. C'est-à-dire qu'on peut les utiliser pour faire de la recherche, mais pas pour créer un individu. Après, donc voilà, a priori, aucun humain n'a été créé vraiment. Est-ce qu'on vous a déjà demandé? Est-ce que tu as déjà eu des clients qui t'ont appelé, qui t'ont dit, écoute, j'ai perdu
Ouais, c'était assez récurrent parce que, en fait, nous, on faisait beaucoup de presse, on avait beaucoup d'interviews, beaucoup de documentaires, etc. Et du coup, il y avait des gens qui pensaient que clonage animalier, clonage humain, c'est pareil, c'est possible. Donc c'est moi qui recevais les appels ou les mails, et en tout cas, c'était anglophone ou francophone. Et donc, j'ai eu plusieurs demandes de gens, est-ce que je peux cloner ma copine ? Est-ce que je peux... Bon, ça c'est drôle encore, est-ce que je peux cloner ma copine ? En fait, c'est pas compliqué dans ces cas-là de dire, juste non, c'est pas possible, les envoyer un peu balader. Bon, au début, ça me faisait rire, au bout d'un moment, c'était un peu pénible, parce que clairement, les gens, ils veulent cloner leur copine. Et, Parce qu'elle l'a quitté ? Oh, je sais pas, j'ai même pas demandé. En fait, je m'en fous, je leur disais non. Ils savent que si tu clones de toute façon quelqu'un, ça va être un bébé au début, ça va... Ouais, mais non, mais ça... On va faire naître un adulte. Ouais, sauf que la plupart des gens, ils pensent que quand on clone un humain, on me clone à 30 ans, mon clone aura 30 ans. Il y en a plein qui pensent ça. C'est vrai ? Oui, en fait, il y en a qui pensent que c'est un peu une imprimante 3D. J'ai l'impression. Mais souvent, j'ai eu ce truc-là de est-ce que ça marche comme une imprimante 3D ? Hop, 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 on crée un... Non. En fait, et c'est pour ça qu'il y en a qui veulent cloner leur copine, parce qu'avoir leur copine en mode bébé, l'intérêt n'est pas là, mais sauf qu'ils ne savent pas comment ça marche. Mais quand c'était par mail, c'était pas compliqué. Je répondais illégal, point, au revoir. Quand c'était des appels, il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent qui commençaient à aller dans l'argumentation en disant oui, mais je sais que ça s'est fait, j'ai entendu que, pourquoi vous me dites que c'est pas possible ? Et si je vous donne $1 million en plus ? Et si je vous donne $1 million à vous ? Est-ce que vous pourrez appuyer mon dossier pour que ça passe ? Tu aurais dû dire oui, et puis ouais, tu dis que c'est pas passé. Ça me faisait juste beaucoup rire. On t'a proposé les $1 million Une fois, on m'a proposé $1 million sur mon compte pour que je il y en a qui ont beaucoup d'argent. Il y en a beaucoup. Après, est-ce qu'ils les ont vraiment, c'est $1 million, je sais pas, mais en tout cas... Putain, c'est fou. Et est-ce que si jamais on clonait un humain, ce serait pareil, ce serait pas forcément identique, en réalité ? Tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça, c'est comme un jumeau, mais il peut y avoir des taches, des trucs. Exactement, c'est comme des vrais jumeaux. Un chien tout à l'heure. Non seulement ils n'ont pas forcément la même, voilà, ils n'ont pas forcément la même personnalité. Et ensuite, en fait, ça c'est la chimie du clonage et la magie de la vie. Mais en gros, le code génétique, ce qui nous compose nous, il n'est pas que dans notre code génétique stricto sensu. Il y a aussi une influence. Ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial, qui vient il y a une transmission d'ADN qui vient aussi de la mère. Il y a une petite modification génétique qui vient de la mère. Les conditions de gestation, ça modifie aussi un petit peu l'aspect physique. En fait, il y a plein de paramètres qui influencent l'individu qu'on devient. Tu m'as dit un truc, tu as dit c'est compliqué. Enfin, d'après toi, il y a quelque chose qui n'est pas très éthique. Et c'est vrai qu'au-delà du clonage en lui-même, c'est que les gens ne se rendent pas compte, c'est que s'ils veulent un chien en bonne santé, il y en aura peut-être 5 ou 6 qui vont souffrir derrière. Voilà, là, on rentre dans un peu les coulisses de cette industrie qui ont amené sur la longueur à mon départ, parce que c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de quitter cette entreprise. C'est que oui, en fait, c'est aussi pour ça que je suis venue aujourd'hui. C'est parce que j'avais un peu cet acquis de conscience en disant, voilà, j'ai travaillé 2 ans pour eux, même si au début, je n'étais pas au courant de ce qui se passait. Donc j'ai un peu quand même participé à cette industrie. J'ai vu des choses qui m'habitent encore, qui sont assez traumatisantes. Et le message que je suis venue faire passer aussi ici, c'est qu'il y a une maltraitance animale qui est inhérente au processus du clonage, qui n'est pas évitable. Et donc, ne clonez pas vos animaux, parce qu'il y a beaucoup de souffrances animales qui sont liées au clonage. Qu'est-ce que tu as vu qui te hante ton corps, tu disais ? Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a déjà tous ces bébés qui naissent morts, ou alors qui vivent pas longtemps, sachant que des fois, il y a des bébés qui vivaient 3-4 mois avant de mourir, et sachant qu'ils étaient un peu faibles, mais ça reste des bébés, ils sont trop mignons. Et moi, en vivant avec eux au quotidien, parce qu'ils étaient là, en fait, moi, je m'attachais à certains. J'avais même aménagé un tiroir de mon bureau. Le dernier tiroir, en fait, c'était comme un cocon pour les bébés chiens que je mettais là la journée pour m'occuper d'eux, qu'ils ne soient pas tout le temps dans le chenil avec le bruit, l'odeur et tout. Et du coup, je m'attachais beaucoup à ces chiens et souvent, ils mourraient. C'était difficile psychologiquement, même si je savais qu'ils allaient mourir, parce que mes collègues me le disaient. Arrête de t'attacher, ils vont mourir. C'est pas facile. Il y a cet aspect-là. Il y a le sort des mères porteuses et des mères donneuses, parce qu'elles viennent de fermes de chiens. Elles n'ont jamais eu d'affection humaine de leur vie. Tout ce qu'elles ont eu, c'est de la violence. Elles ont des vies misérables. Souvent, elles sont malades, elles sont maigres, elles ont peur. Et c'est horrible à voir, parce que nous, on a envie de créer un lien avec elles, mais des fois, c'est juste pas possible. Et souvent, des fois, moi, en fait,
on pouvait proposer aux clients d'adopter les mères porteuses avec les bébés. Parce qu'il y en avait qui avaient pas mal d'argent, qui venaient souvent pour plusieurs étapes du processus du clonage et qui, du coup, voyaient la mère porteuse plusieurs fois et qui pouvaient s'attacher un peu à elle. Donc, moi, j'encourageais beaucoup à ce qu'ils adoptent la mère porteuse. C'est arrivé quelques fois. Ils ne pouvaient pas toujours, ce que je comprends. Mais voilà, il y a beaucoup de souffrance de ces chiens qui n'ont rien demandé, à qui on ouvre le ventre un nombre de fois incalculable pour l'implantation, pour la césarienne, quand elles font plusieurs portées, etc. On injecte des hormones, c'est une vie, c'est de la maltraitance, on les utilise comme des objets, c'était très compliqué. Tu as découvert une pièce secrète. Oui, alors en fait on avait un showroom, on l'appelait pas le showroom, mais en vrai c'était ça. C'était une pièce qui était tout en longueur, avec des box de chiens qui étaient toujours très propres, vitrées, ouverts, où on pouvait interagir avec les chiens. Tous les chiens qui étaient là, ils étaient en bonne santé, il y avait toujours... on va dire 6-7 box de chiens clonés, de bébés qui étaient là avec nous jusqu'à ce qu'ils aient l'âge requis pour pouvoir être envoyés à l'étranger. Et il y avait aussi quelques mères porteuses qui étaient souvent assez bien portantes, assez agréables, toujours très réservées, mais voilà. Et donc moi, je pensais que c'était tout ce qu'il y avait, que si on avait genre 4-5 mères porteuses, c'était qu'on avait 5 grossesses et que du coup, c'est tout. Et j'ai découvert, forcément, quand on travaille sur place, qu'on commence à se rapprocher des collègues, qu'on commence à parler de ce qui se passe, qu'est-ce que tu as fait de ta journée, etc., j'ai compris qu'il y avait une autre pièce. En fait, on avait un bloc opératoire dans lequel on faisait les césariennes, etc. Et j'ai appris qu'il y avait une pièce derrière ce bloc, que je ne connaissais pas, qui était là où on mettait tous les chiens qui n'étaient pas présentables. C'est-à-dire, dans ce showroom, on y invitait les journalistes, les clients, beaucoup de monde passait dans ce showroom. Et dans cette pièce-là, on y mettait tous les chiens, donc surtout les mères porteuses, les mères donneuses, qui étaient dans un tel état qu'en fait, on ne pouvait pas les présenter au public. Et donc, moi, déjà, quand j'ai su qu'elle existait, ça a été un énorme choc pour moi, parce que ça veut dire qu'il y a de la maltraitance animale, alors que jusqu'ici, on m'avait dit qu'il n'y en avait pas. Et effectivement, je constatais que les animaux dans le showroom étaient très bien traités, ils étaient contents. On avait un espace à l'extérieur, on les sortait dès qu'on pouvait. Surtout moi, parce que j'adore les chiens, donc toutes mes pauses, je prenais un chien, hop, allez, sur là, c'est toi, hop, on va faire une balade. Donc, pour moi, c'était ça. Donc, je ne voyais pas le souci. Mais c'est au fur et à mesure que j'ai appris de ce qui se passait et qu'en fait, on ne peut pas vraiment cloner un chien ou n'importe quel animal sans en faire souffrir 3. Donc moi, ça m'a commencé à me poser un énorme problème. À finir par une note positive, tu as eu une princesse qui a voulu sauver plein d'animaux. Si tu peux raconter ça. Voilà, on a travaillé avec une princesse, budget illimité évidemment, comme beaucoup de princesses j'imagine, qui adorait les chiens. Donc les chiens, c'était sa passion, donc forcément, comme elle ne travaille pas, en fait, son travail à plein temps, elle avait un énorme chenil, plusieurs même, dans son parc, dans son palais. Et, dans le golf aussi? Ou rien à voir? Oui, dans ce coin-là. Et en gros, elle allait beaucoup à l'étranger. Et dans tous les pays où elle allait dans les refuges ou dans les fermes à chiens ou dans les endroits où ils font reproduire les chiens pour les vendre, etc. Et elle disait, voilà, moi je veux celui-là, 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 celui-là. En gros, elle voulait les sauver pour pas que je sais pas, elle voulait les sauver d'une vie peut-être pas très heureuse, parce qu'ils sont forcément très bien traités dans son chenil, même si... Voilà. Mais sauf qu'au bout d'un moment, ça fait des centaines de chiens, parce que, oui, elle les prenait tous bébés. Et une fois qu'ils arrivaient à son palais, ils passaient toujours quelques jours dans le palais avec elle, pour voir si il y avait un préféré qui se démarquait. Donc après, elle avait des chouchous, et seuls les chouchous vivaient avec elle dans le palais. Donc elle en avait genre... Elle n'en avait pas beaucoup, elle en avait genre 5, 6, 7 chouchous, étalés sur des années, qui vivaient avec elle, et tous les autres vivaient dans le chenil. Et donc elle voulait tout bébé. Et vraiment, genre, maximum, ils avaient maximum 1 mois et demi. Sinon, ils n'étaient pas plus assez mignons, et elle n'avait pas assez de temps pour créer le lien. Enfin bref. Et du coup, comme elle venait, le professeur Huang a créé des liens très forts avec cette famille, parce qu'il travaillait avec eux sur d'autres projets. Et du coup, elle venait très régulièrement en Corée. Et en Corée, il y a quelque chose qui est très dommage, mais en fait, il y a un énorme business des pet shops qui sont maintenant interdites en France. Mais vous savez, c'est les pet shops, les trucs où vous allez, où il y a plein de chats et de chiens derrière des vitrines, dans des tout petits trucs. Ils sont tout bébés et on vient les acheter. Un magasin d'animaux de compagnie. Voilà, et c'est un business qui est très, très délétère pour les animaux. Il y a beaucoup de maltraitance. C'est assez horrible. Mais en Corée, c'est toujours légal. Et du coup, cette princesse-là s'est mise en tête de sauver les chiens qui étaient voués au pet shop. Donc elle allait dans des espèces de fermes où elle prenait les bébés tout. Voilà. Sauf que
du coup, les chiens, ils passaient par nous, donc ils passaient par notre labo, par Souham, avant d'être envoyés à la princesse. Donc nous, on vérifiait qu'ils étaient en bonne santé, on faisait leurs papiers pour la douane, nanana. Et en fait, ce qui était horrible, c'est que c'était des chiens qui étaient minuscules. Alors normalement, on n'arrache pas un chien si petit à sa mère. C'est dangereux pour le chien, parce qu'il y a des bébés chiens. On ne sait pas pourquoi, ils se laissent mourir. Parce qu'en fait, quand ils ont 1 semaine, 2 semaines qu'on les arrache à leur mère, en fait, ils ne mangent plus et ils se laissent mourir. Il y a d'autres chiens qui attrapent des maladies parce que leur système immunitaire, il n'est pas formé. Et en fait, ils meurent. Il y a des chiens, on leur fait des vaccins trop tôt parce qu'il faut attendre un certain âge pour faire des vaccins. Parce que sinon, c'est dangereux pour le chien. Mais sauf que là, vu que la princesse, elle les veut quand ils ont 1 mois et demi, au lieu de 3-4 mois, l'âge légal, ben on est obligé de leur faire les vaccins, ils ont 1 mois et ils meurent parce que ça les tue. Et en fait, ça, ben, moi, j'en ai vu beaucoup, des chiens mourir devant moi, qui étaient trop mignons. En plus, c'est des bébés, ils sont trop mignons. Et en fait, tu joues avec eux, puis tu reviens le lendemain, et tu dis, ah ben non, tous les 3, ils sont morts, en fait. Ah, ouais. C'est horrible. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que tous mes collègues, forcément, c'était des gens qui travaillaient ici, qui adoraient les animaux. Souvent, c'était des gens qui avaient fait des études vétérinaires. Et au bout d'un moment, en fait, c'était tellement le quotidien qu'en fait, ça leur faisait plus rien. Et moi, de le voir que ça leur faisait plus rien, ça me faisait peur, parce que moi, je voulais plus que ça me fasse plus rien. Et en fait, du coup, cette princesse-là, en voulant sauver des chiens, en fait, elle a alimenté quelque chose d'extrêmement malsain qui tuait des bébés chiens. Mais sauf que personne lui disait à la princesse que, en fait, il y a 50% des chiens qui sont morts avant d'arriver à toi, parce qu'elle n'avait pas envie de le savoir. Et du coup, en fait, non seulement elle a alimenté le business des pet shops en Corée, parce qu'elle les achetait, les chiens, par dizaines. Donc ça alimente le business au lieu de l'arrêter. Et il y a beaucoup de chiens qui mouraient dans le processus. Tu vas quitter l'entreprise Souham en 2020. Ouais. Tu as 27 ans à l'époque, tu as 27 ans. Tu décides, à force de voir tout ça, c'est toi qui décides de partir ? Ouais, je pense que je ne supportais plus. En fait, une fois que je me suis rendu compte que je mentais, parce que ça a mis du temps, je ne me suis pas du tout rendu compte tout de suite. Une fois que je me suis rendu compte que ce que je disais aux clients pour les convaincre de cloner, aux journalistes pour donner une bonne image de l'entreprise, aux investisseurs pour avoir de l'argent, c'était pratiquement que des mensonges. Il y avait une part de vérité, évidemment, mais je cachais tous les coulisses et toutes les maltraitances animales. Donc moi, c'était insupportable pour moi de savoir que je mentais et de participer à cette industrie. Et du coup, je me suis mise à la prescription parce qu'il y avait quand même beaucoup de clients qui hésitaient. Et moi, mon rôle, c'était de les convaincre aussi de cloner, parce que c'est ça qui nous rapporte de l'argent. Et souvent, les clients disaient « Ah, mais moi, j'adore les animaux, j'adore les chiens. Est-ce que vous pouvez me promettre qu'il n'y a pas de maltraitance animale ?» Donc moi, au début, je disais « Ah, mais non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. » Parce que j'en étais persuadée. Et quand j'ai su que ce n'était pas le cas, en fait, j'étais incapable de mentir. Et donc, il y a plusieurs fois, voilà, l'entreprise n'est pas au courant, j'espère qu'ils ne regarderont pas cette vidéo, mais il y a plusieurs fois où j'ai dit aux clients, écoutez, si vous aimez fondamentalement les animaux, ne le faites pas. Parce que, en fait, vous allez créer un chien que vous allez aimer et qui va certainement être très heureux, mais en fait, il va y en avoir 5 derrière qui vont souffrir. Donc, en fait, si vous ne faites pas ça de manière complètement égoïste, ne le faites pas. Donc ça, je l'ai dit plusieurs fois. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, concrètement ? Aujourd'hui, je travaille à l'ambassade de Corée à Paris, Corée du Sud à Paris. Comment tu t'as trouvé à bosser à l'ambassade de Corée ? Moi, à la base, ça a toujours été la diplomatie, là où je voulais travailler. Et du coup, en plein milieu du Covid, il y avait beaucoup moins de... Voilà, moi, je voulais quitter cette entreprise parce que je ne voulais plus, voilà, pour des raisons que je viens de citer. Et une annonce, tout simplement. Hein, ils cherchaient quelqu'un pour travailler à l'ambassade de Corée. En France ? En France. Tu l'apprends de là-bas ? Ouais, j'ai été en Corée quand j'ai postulé, j'ai fait l'entretien depuis la Corée en Zoom. Et ensuite, j'ai déménagé à Paris. Ils m'ont donné 15 jours pour Et tu fais quoi dans une ambassade ? Alors, moi, je suis l'assistante de l'ambassadeur de Corée, l'assistante personnelle de l'ambassadeur de Corée. Et je fais aussi un travail d'analyste, parce que je suis la seule française qui parle coréen dans l'ambassade. Du coup, je fais beaucoup de traductions, j'écris les discours, voilà, je fais beaucoup de choses comme ça. C'est intéressant ? Très intéressant. Parce qu'en travaillant aux côtés de l'ambassadeur, je traite de tout, parce que l'ambassadeur, il touche à tout. C'est parce qu'après, on a des départements économiques, politiques, culturels. Mais moi, je fais de tout, du coup. Et moi, j'ai une personnalité très curieuse. Du coup, moi, j'apprends beaucoup, je touche à tout, donc c'est passionnant. Pour terminer, tu parlais tout à l'heure des chiens qui étaient parfois adoptés par des gens, des employés de la boîte Souham, etc. Est-ce que toi, tu en as adopté un ? Non, alors j'ai voulu un moment parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des fois où on s'attache à des chiens, où il y a un truc qui passe. Après, moi j'adorais tellement les chiens que toutes mes pauses, tous les pauses midi, les pauses cigarettes et tout, je prenais un chien et
Du coup, oui, j'ai eu très envie, mais c'est beaucoup de responsabilités. J'étais pas sûre de rester en Corée encore plusieurs années, donc ça serait pas juste pour le chien de l'abandonner. Enfin, voilà, mais je m'occupais beaucoup de tous les chiens de l'entreprise, dont les chiens de mes collègues, qui étaient tous des chiens clonés. Mais non, moi... C'est possible que je croise un chien cloné en France un jour? Oui, c'est possible. Alors, le clonage animalier est interdit en Europe. Par contre, comme il est autorisé, notamment aux États-Unis et en Chine, un client français peut faire cloner son chien aux États-Unis et le ramener en France. Et du coup, c'est un chien cloné en France. Par contre, il n'aura pas été cloné dans l'Union européenne. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup, Claire, De rien. pour ce sujet. C'était super intéressant. Si vous voulez venir comme Claire, vous êtes tous les bienvenus. Il suffit juste de m'envoyer un mail sur cette adresse-là, voilà, contact@legendegroup.fr, avec quelques petites lignes explicatives. Vous donnez des exemples d'anecdotes de ce qui vous est déjà arrivé avec votre numéro de téléphone. On vous rappellera pour venir raconter aussi sur le plateau. En tout cas, merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. Merci à tous ceux qui l'ont monté aussi, comme Ben Jose derrière la caméra. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux à notre chaîne YouTube. Voilà, si vous êtes sur YouTube en train de nous regarder, ça prend 2 secondes. Vous cliquez juste sur s'abonner. La petite cloche aussi pour être au courant avec une notification pour les nouvelles vidéos. N'hésitez pas à commenter aussi, à nous dire votre avis, ce que vous avez pensé aussi de cette émission sur le clonage. Vraiment, le sujet est hyper intéressant. Je te remercie d'être venu parler de ça. Ouais, avec plaisir. C'est un sujet dont on n'avait jamais parlé, donc n'hésitez pas à faire pareil, à nous dire votre ressenti là-dessus, parce que c'est un sujet à débat, parce qu'il y a des bons côtés, tu les expliquais tout à l'heure, beaucoup de mauvais côtés aussi. J'aimerais bien avoir votre avis et puis lire les commentaires. Voilà, je vous embrasse et à très vite pour une prochaine vidéo sur les gens. Ciao tout le monde.